Bien, mes chers collègues, je suis heureux d'accueillir Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances, et Jérôme Cahuzac, ministre du Budget. Avec leur audition, nous allons entamer les travaux sur le projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques présenté au Conseil des ministres le 19 septembre dernier. Ce texte fait évidemment suite à la décision du 9 août 2012 du Conseil constitutionnel qui avait été saisi par le Président de la République conformément à l'article 54 de la Constitution et qui a conclu que le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union européenne ne portait pas atteinte aux conditions essentielles de la souveraineté nationale et qu'en conséquence une loi organique était parfaitement adaptée pour traduire dans le droit national les règles d'équilibre des finances publiques contenues dans ce traité. Nous allons étudier ce texte dans le cadre particulier, puisque nous venons, il y a quelques instants, de constituer une commission spéciale uniquement dédiée à ce projet. Et vous me permettrez rapidement d'y revenir pour en expliquer les raisons. En effet, au terme du règlement de l'Assemblée nationale, la commission des lois est la seule compétente pour connaître l'étude des lois organiques. Nous aurons évidemment, du coup, l'occasion de voir cette question de la hiérarchie des normes et de l'articulation entre les lois organiques, les lois de programmation, les lois de finances et de financement de la sécurité sociale, et elles sont ô combien complexes. Ainsi, par exemple, quelle est la valeur juridique du texte dont nous allons débattre? Autrement dit, dans quelles conditions une loi de finances non conforme à cette loi organique serait-elle contraire à la Constitution? Cette question se pose d'autant plus que le texte que nous avons à étudier, pour le moment, ne fait pas référence à l'article de la Constitution auquel il conviendrait de rattacher cette loi organique. Or, 3 attaches sont possibles, l'article 34, l'article 47 ou l'article 47-1. Et la question n'est pas que de pure forme, puisque le Conseil constitutionnel, par exemple, n'a jamais précisé dans quelle mesure une loi organique prévue à l'article 34C pouvait s'imposer aux lois de finances. Il nous appartiendra donc de regarder avec attention cette architecture sophistiquée. De même, je ne doute pas que nous questionnerons les liens entre le Haut Conseil des finances publiques, dont on nous propose la création, et le Conseil constitutionnel. Si ce dernier reste évidemment juge de la constitutionnalité des lois de finances, doit-il pour cela tenir compte des avis du Haut Conseil? Comme il n'est pas exclu qu'il puisse exister des divergences dans l'appréciation de certains éléments que le Haut Conseil aura la charge de vérifier, comme cela existe entre la Cour des comptes et le Conseil sur la notion de sincérité, par exemple, cela méritera de notre part une attention. Nous aurons évidemment aussi à regarder la valeur juridique de ces lois de programmation. Ont-elles une valeur supérieure aux lois de finances ou aux lois de finances de la sécurité sociale? Ont-elles un caractère obligatoire ou pas? De prime abord, ça semble des lois simples. Mais en même temps, quand on lit le texte, les articles indiquent qu'elles fixent, qu'elles déterminent, qu'elles contribuent à encadrer. Faut-il en conclure qu'elles sont donc normatives et pas simplement programmatiques? Mais la nature du texte n'est pas que juridique. Elle est essentiellement budgétaire et intéresse donc la Commission des finances. La Commission des affaires sociales de notre Assemblée aurait aussi parfaitement pu se saisir du texte en raison des aspects liés au financement des régimes sociaux. De même, la Commission des affaires étrangères, qui travaille en ce moment sur le traité lui-même, est également concernée. La multiplicité de ces points de vue a rendu précieux l'appel à une faculté offerte par notre règlement, par l'article 30, qui est la création donc d'une commission spéciale. C'est d'ailleurs le même chemin qui avait été emprunté en 2001 pour procéder à l'étude d'une proposition de loi organique relative aux finances et qui a permis l'élaboration de la LOLF. La commission était alors présidée par Raymond Forny et Didier Migaud en était le rapporteur. On retrouve exactement le même processus en 2004, quand notre Assemblée a décidé de modifier la LOLF et a constitué une commission dont Michel Bouvard était le président et Gilles Carrez le rapporteur. Je forme des vœux pour que la qualité de notre travail soit à la hauteur de ces rappels. Et je suis convaincu que la possibilité de chacun des collègues d'enrichir nos échanges par les différents angles de leurs approches traditionnelles y contribuera. Les uns et les autres ont d'ailleurs, j'imagine, déjà pu amplement prendre connaissance de ce texte, puisqu'il a été adopté par le Conseil des ministres, présenté au Conseil des ministres il y a 8 jours. Et je ne doute pas que les questions seront nombreuses. Un dernier mot pour vous proposer, mais j'imagine que cela va de soi pour ce qui est de l'audition, mais que l'ensemble de nos travaux soient publics. La commission est par essence, les auditions de ministres sont par essence publiques, mais je pense que nous pourrions parfaitement accepter le principe que l'ensemble des travaux de la commission le soient. Et quelques mots sur nos rendez-vous de la semaine prochaine, puisque le 3 octobre, à l'issue du Conseil des ministres, à 11h30, nous prendrons l'étude
des articles et des amendements, mais je suggère qu'auparavant, nous puissions avoir, parce que déjà nous aurons eu un débat approfondi, nous ayons mercredi simplement, matin, une expression par groupe politique représentant une discussion générale permettant de donner la tonalité sur l'étude des articles et des amendements. Puis l'après-midi, nous... Excusez-moi. 11h30, après le Conseil des ministres, de façon à ce que les ministres puissent être parmi nous. Donc 11h des ministres, une discussion générale, si vous en acceptez le principe, où chaque groupe aurait une expression. Étant entendu qu'aujourd'hui, tous les collègues qui souhaitent poser des questions pourront parfaitement le faire et que donc on considérera que l'expression aura été suffisante par les députés qui composent la commission. Donc 11h30, une DG, un groupe, une intervention par groupe, et nous irons jusqu'à l'heure qui nécessitera. Nous reprendrons nos travaux pour les articles et les amendements à 14h, de 14h à 15h. Et ensuite, après les questions, à 16h15, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amendements à étudier. Monsieur de Courson. Petite observation de méthode. Les ministres qui peuvent arriver à 11h30, c'est rare. Parce qu'on attend toujours les ministres au moins une demi-heure à la sortie du Conseil des ministres, parce qu'ils sortent rarement avant midi. Enfin, je vous dis ça parce que ça risque de comprimer considérablement le délai, à moins qu'il soit autorisé par le président à quitter le Conseil des ministres et d'arriver pile à l'heure. Enfin, je vous attire votre attention là-dessus, parce qu'on a le même problème en loi de finances. Donc, je n'ai jamais vu des ministres arriver avant midi, midi et demi. L'argument s'entend. Si les ministres ne sont pas là, nous pourrons quand même commencer la discussion générale. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce que sur le principe, je considère que nos travaux sont publics pour les débats la semaine prochaine, même si l'audition, évidemment, va le soir? Christian Eckert. Mais est-ce que vous pourriez préciser, Monsieur le Président, quelles sont les dates limites de dépôt des amendements? Je sais pas. Samedi 17h. Très bien, mes chers collègues, je vous propose de donner la parole au ministre, puis Christian Eckert posera les questions qu'il a déjà commencé à travailler et la parole sera donnée à tous ceux qui la demandent. Monsieur Moscovici. Très bien, Monsieur le Président. En réalité, Messieurs les Présidents, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les députés, cette audition, elle marque pour nous, pour Jérôme Cahuzac et moi-même, le coup d'envoi aussi des débats budgétaires de l'automne qui intègrent cette année plusieurs innovations, la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, et puis la présentation d'une loi de programmation pluriannuelle notamment. Mais je voudrais commencer, puisque je me place sous cet auspice, en vous disant, plutôt en vous redisant ceci, qui est que le gouvernement a fait le choix du sérieux budgétaire. C'est le choix du président de la République, c'est le choix du Premier ministre, et nous sommes avec Jérôme Cahuzac, en quelque sorte responsables, garant de ce choix. Nous sommes comptables de sa mise en œuvre devant cette Assemblée et devant le Sénat. Mais en dernière analyse, c'est auprès de nos concitoyens que notre responsabilité est engagée, parce que c'est eux qui ont choisi cette voie, celle du redressement dans la justice. C'est pour eux que nous déployons notre programme économique et c'est à eux que nous devons rendre compte des résultats. Alors je sais que certains ici s'interrogent sur l'impact du TSCG sur notre souveraineté. Je répondrai à ces inquiétudes de manière précise dans un instant et nous nous présentons aussi devant vous pour entendre vos questions et pour y répondre dans la mesure du possible. Mais soyons clairs sur un point. La France s'est engagée dans la maîtrise de ses finances publiques. Certains veulent croire que le traité nous l'impose. Non, ce n'est pas ça. C'est un impératif pour la France. Ce sont les engagements présidentiels et nous les assumons. Nous les assumons parce que nous avons une conviction qui est que la dette est l'ennemi de l'économie, des services publics, l'ennemi aussi de la souveraineté du pays. C'est l'ennemi de l'économie et des services publics parce qu'elle nous empêche de dégager des marges de manœuvre pour financer les politiques publiques et notamment pour combattre les inégalités. Mais c'est aussi l'ennemi de la souveraineté du pays parce qu'un pays dont les finances publiques dérapent se place de facto totalement dans les mains des marchés. Nous avons autour de nous des pays, ce n'est pas la peine que je donne des exemples, chacun les a en tête, qui ont commis par le passé, qui commettent encore des erreurs dans la gestion de leurs comptes. Ils en ont payé le prix et ils le font en se mettant à la merci des marchés financiers. Ils le payent encore. J'entends les interrogations en matière de souveraineté. Il me semble que ce que nous allons vous présenter y répond. Mais laissez-moi vous dire ceci.
aucun pays n'est moins souverain qu'une nation que son niveau d'endettement expose à l'emprise des marchés. Et il ne faut pas se tromper de combat. Ni l'Europe, ni le TSCG ne sont la source de nos maux. C'est la dette que nous devons combattre précisément pour mettre en œuvre notre programme et précisément pour préserver notre souveraineté. C'est pour ça que nous avons fait ce choix, j'y reviens, du sérieux budgétaire. Et c'est ce choix politique que les Français ont appuyé. Au final, l'engagement auquel la France souscrit à travers la ratification du traité et ce projet de loi organique, c'est le pendant européen d'une orientation que notre pays a entendu se donner lui-même. Dès lors que nous visons, on y reviendra dans des discussions ultérieures, l'équilibre des comptes en fin de mandat, à l'horizon de 2017, d'où pourraient venir les inquiétudes. Le traité ne fait pas de l'équilibre budgétaire un absolu. Il prend en compte les circonstances économiques qui contraignent les États. Il n'impose aucune correction automatique, j'insiste sur le mot automatique, de la trajectoire de nos comptes. Et surtout, il ne dit rien de la voie à emprunter pour tendre vers l'équilibre. J'insiste, dès lors que nous avons fait l'objectif d'équilibre budgétaire en fin de mandat, nous atteindrons cette cible en réinjectant justice et équité dans notre système fiscal. C'est de cette façon-là que j'ai répondu aux observations de la Commission sur le programme de finances publiques de la France. Assainir les comptes dans la justice, c'est solliciter ceux qui peuvent, c'est soulager ceux qui peinent. C'est la voie que nous avons choisie et qui donne son sens à la trajectoire des finances publiques que nous suivons. Je voulais commencer par cette brève mise en perspective du projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques qui est soumis à votre examen. Ce projet de loi, pourquoi est-ce que j'ai fait ce rapport, tire en vérité les conséquences des règles du TSCG en termes de gouvernance des finances publiques et il les incorpore dans le droit français. Il ne se conçoit pas seul, il fait partie d'un paquet qui inclut aussi tout ce qui est fait pour la croissance et pour l'emploi. Au Conseil européen des 28 et 29 juin dernier, le président de la République a obtenu de nos partenaires qu'ils déplacent le centre de gravité de la construction communautaire en rendant toute leur place aux initiatives en faveur de la croissance, de l'emploi, de la stabilité financière, avec notamment une taxe sur les transactions financières. Les règles budgétaires sont importantes, mais l'Europe ne doit pas s'y résumer. C'est ce paquet global qui sera soumis auparavant à l'approbation de l'Assemblée, en suivant plutôt par le projet de loi organique. Comment je le définirais, ce projet de loi? Je dirais qu'il nous donne une boîte à outils commune pour le pilotage des finances publiques, partagée par l'État, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale. Concrètement, il se propose de réformer les outils de programmation et de gouvernance des finances publiques autour de 3 grands chapitres. Une révision de la structure des lois financières, la création d'un haut conseil des finances publiques et l'organisation d'un mécanisme de correction. Je dirais un mot de chacun de ces chapitres, bien sûr, mais je veux d'abord souligner que vous ne trouverez dans ce projet de loi, et c'est logique compte tenu de sa nature, que des règles de procédure, pour la simple et bonne raison que c'est l'objet même d'une loi organique qui n'est pas d'établir des règles de fond. En particulier, j'y insiste parce que je sais que c'est déterminant pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, ce projet de loi n'énonce pas de règles d'or en tant que telles. Il n'y a pas de règles d'or. C'est d'ailleurs ce qui fait la spécificité de notre approche. Là où la majorité précédente voulait inscrire la règle d'or dans la Constitution, ce qui aurait soumis l'ensemble des lois financières à un contrôle que je crois mécanique et rigide de cette règle, qui aurait réduit de facto le rôle du Parlement, le gouvernement a souhaité au contraire soumettre à la représentation nationale un dispositif qui préserve ses prérogatives et qui vivifie ces débats. Alors, quelles sont ces règles de procédure? La première chose qu'on trouve dans le PLO, ce sont des règles pour l'élaboration de lois financières, loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale. Les lois financières suivront une structure différente qui intégrera la question du respect d'un objectif à moyen terme de solde défini dans les lois de programmation des finances publiques. Cet objectif prendra la forme d'une cible de solde structurel pour les comptes de l'ensemble des administrations publiques. Et il devra, en fin de cycle économique, se rapprocher de l'équilibre. Pour faire très schématique, on trouvera dans les lois de programmation une trajectoire des finances publiques établie sur 3 ans au moins, tendant vers l'équilibre, à l'instar d'ailleurs de la trajectoire que nous avons retenue pour ce mandat, que je rappelle, 4,5% de déficit en 2012, c'est l'objet du projet de loi de finances rectificative, 3% en 2013, l'équilibre en 2017. Et chaque loi de finances
intégrera un tableau de bord qui permettra au Parlement de vérifier le respect de cette trajectoire pour l'année à venir. L'information du Parlement sera ainsi à la fois plus lisible et enrichie. Un mot pour expliquer, mais on va y revenir, ce qu'est le solde structurel. Tout le monde comprend ce qu'est le solde, c'est les recettes moins les dépenses. Structurel, qu'est-ce que ça ajoute? Ça veut dire qu'on sort de l'équation les effets momentanément déformants des aléas de la conjoncture. On assainit les comptes en profondeur sur le moyen terme, mais en isolant du calcul l'impact des trous d'air conjoncturels ou d'ailleurs les améliorations en trompe-l'œil qui peuvent teinter mais aussi fausser la perspective. Et pour dire les choses plus concrètement, en nous attachant au solde structurel, qui est au fond l'indicateur de l'état de santé réel de nos comptes, nous ne nous privons pas de la possibilité de mettre en œuvre une politique économique contracyclique ou résistante au cycle en cas de conjoncture économique dégradée ou de récession. C'est donc une approche qui, à notre sens, est beaucoup plus intelligente. D'ailleurs, je le signale. Et comme je le disais, le traité ne fait pas de l'équilibre budgétaire un absolu, pas plus d'ailleurs que le projet de loi organique, qui l'intègre dans le droit français, n'est un carcan pour les finances publiques. C'est beaucoup plus subtil et c'est une approche souple et pragmatique qui, je crois, est de bon aloi. Deuxième objectif, deuxième innovation, c'est la création d'un haut conseil des finances publiques qu'introduit ce projet de loi organique. Le haut conseil aura deux responsabilités. D'abord, vérifier la fiabilité des prévisions macroéconomiques, ce qui contribuera à éclairer pleinement le Parlement, et puis se prononcer sur le respect de la trajectoire des finances publiques à moyen terme. Il comprendra 4 magistrats de la Cour des comptes, 4 membres désignés par les présidents des assemblées et les présidents des commissions des finances. Il sera présidé par le premier président de la Cour des comptes, auprès de la Cour des comptes, auprès de laquelle il est placé. Le gouvernement laisse donc au Parlement et à la Cour le soin de composer le Haut Conseil afin de garantir, et c'était une nécessité, un objectif, je crois que c'est une chose juste, son indépendance. C'est un Haut Conseil indépendant. Enfin, le projet de loi organique organise un mécanisme dit de correction. À l'occasion de la préparation du traditionnel maintenant débat d'orientation sur les finances publiques, le Haut Conseil peut alerter publiquement le gouvernement et le Parlement s'il s'avère que les écarts entre la trajectoire des finances publiques visée et la trajectoire effective se creusent, afin que le débat s'engage sur la manière de remédier à ces écarts en tenant compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles. Et ce calendrier vise évidemment à permettre au Parlement de bénéficier de l'éclairage du Haut Conseil avant qu'intervienne le débat d'orientation. Le gouvernement doit de son côté tenir compte de cet avis dans les prochaines lois financières. Il doit s'expliquer devant le Parlement, mais les règles européennes ne disent pas que la correction doit automatiquement et mécaniquement s'ensuivre. Ou pour être plus précis, le caractère automatique du mécanisme de correction prévu par le traité, repris dans le projet de loi organique, réside uniquement dans son déclenchement. Je le répète, règle de procédure. Mais seul le législateur financier, c'est-à-dire cette Assemblée et le Sénat, pourra, sur proposition du gouvernement, définir les voies et les moyens pour effectuer cette correction. J'y insiste aussi parce que je sais à quel point vous y êtes attachés, nous aussi, avec Jérôme Cahuzac. Les prérogatives du Parlement sur ce sujet ne sont pas altérées. C'est notamment pour cette raison que le Conseil constitutionnel a jugé, c'est une décision très importante, le 9 août dernier, que la mise en œuvre du traité, je cite, ne porte aucune atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale. Aucune atteinte. J'ai conscience qu'il y a là une forme de complexité législative qui est induite par l'intégration des mécanismes européens aux temps parlementaires nationaux. J'ai aussi conscience de l'attachement de la représentation nationale à sa maîtrise de l'exercice budgétaire. Nous sommes attentifs à ces attentes et je souhaite que nous puissions travailler ensemble à une meilleure lisibilité des échéances financières. C'est dans cette optique que le projet de loi organique instaure à l'article 13 une conférence interparlementaire. Un mot enfin pour élargir un peu la focale et pour porter le regard au-delà de nos frontières. Nos partenaires européens vont aussi mettre en œuvre le TSCG. Ça va nous permettre de partager des points de repère, des outils de travail avec eux, en réparant par là une des défaillances de la gouvernance européenne que la crise financière a brutalement mis en lumière. L'intégration du traité dans le corps législatif national des États membres va contribuer, je crois, à rétablir la confiance.
Parce que confiance et lisibilité, prévisibilité, je dirais même certitude, dès lors qu'on peut en finir avec cette période de flottement que nous connaissons, sont des ingrédients indispensables au retour de la croissance en Europe. J'ai même le sentiment que c'est un élément tout à fait central. La ratification du traité par nos partenaires va donc directement contribuer à ce rééquilibrage de la construction européenne en faveur de la croissance souhaité par le président de la République et qui reste un axe fondamental du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Le président de la République avait défini pendant la campagne un agenda européen fondé sur 3 principes. Pas de règle d'or dans la Constitution, l'ajout d'une dimension de croissance à la construction européenne, le sérieux budgétaire. Les termes de ce contrat proposé aux Français et validé par eux ont été respectés. Le projet de loi organique qui vous est soumis, je le répète, ne remet pas en cause la souveraineté nationale. Il préserve le rôle du Parlement. Il donne des outils plus performants pour mettre en œuvre l'engagement, l'objectif d'équilibre des finances publiques qui est déjà contenu dans notre Constitution, c'est mentionné indirectement à l'article 34, ce qui fait que c'est nous qui venons vous l'expliquer ici. Et dès lors, je crois qu'il peut et qu'il doit faire l'objet d'une approbation très large dans les 2 assemblées. Voilà les quelques mots introductifs que je voulais prononcer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur Cahuzac, vous souhaitez rajouter un mot? Rajouter non. Répéter probablement. Pas de transfert de souveraineté, la chose est très claire. Pas d'automaticité quant aux mesures à prendre si en revanche une procédure doit être mise en œuvre dès lors qu'elle serait jugée nécessaire par le Haut Comité, et aucun abandon de légitimité au détriment de quiconque et certainement pas du Parlement. La règle demeure, le gouvernement propose et le Parlement dispose. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'ai un certain nombre d'inscrits d'ores et déjà et je donne la parole à Christian Eckert. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais d'abord me féliciter que le vote de cette loi organique puisse intervenir avant le début de notre processus budgétaire, puisque c'est là aussi un signe, je veux dire, qui est donné. Le gouvernement aurait pu choisir de faire le contraire et de remettre un peu plus tard l'adoption de la loi organique. Et ma première question est donc, je veux dire, dans quelle mesure le gouvernement tiendra compte, même si les travaux ne sont pas complètement achevés, dans la présentation de la loi de finances initiale, des dispositions de la loi organique. Ma deuxième question est d'ordre plus général encore, puisque le traité prévoit que le calendrier de la convergence des États sera proposé par la Commission. Est-ce que le ministre Pierre Moscovici pourrait nous dire si des propositions d'agenda sont déjà, si j'ose dire, dans les tuyaux sur cette question? Ensuite, et vous l'avez évoqué, Monsieur le ministre, vous avez fait référence au solde structurel. Et je crois que nous aurons ce débat. Il va certainement prospérer durant la durée de nos travaux. Est-ce que vous pourriez nous préciser comment le gouvernement entend décliner cette notion de solde structurel dont on sait qu'il existe plusieurs versions, ou est-ce que, par exemple, c'est la haute autorité qui aura peut-être en charge de préciser comment il faut entendre la notion de solde structurel, qui d'ailleurs, assortie de la notion de solde effectif, la notion de solde effectif pourrait, par exemple, n'apparaître que dans le rapport annexé à la loi de programmation. C'est une suggestion peut-être que nous aurons à examiner. Autre observation, c'est le fait que l'article liminaire fasse référence à toutes les administrations publiques, et entre autres, bien sûr, toutes les administrations publiques, ça inclut les collectivités territoriales. Il y a là parfois des questions qui nous sont posées quant à la, si j'ose dire, souveraineté et à la libre administration des collectivités territoriales. Est-ce que le ministre pourrait nous éclairer sur ce point? Vous avez évoqué la composition du Haut Conseil. Soyons clairs, certains d'entre nous s'interrogent sur sa composition et sur le fait qu'une part importante, une place importante, et c'est bien qu'une place importante soit donnée à la Cour des comptes, mais n'y aurait-il pas lieu d'élargir quelque peu le dispositif? Je crois qu'il y aura un certain nombre de propositions dans ce sens. Quel est le point de vue des ministres sur ce point? Avant-dernier point, quelle est la portée exacte, vous l'avez un peu évoqué, de l'obligation prévue au grand 3 de l'article 16, c'est-à-dire sur les mécanismes de correction? Cette disposition impose-t-elle au gouvernement les mesures? J'ai cru comprendre qu'elle n'imposait que des mesures que le gouvernement et le Parlement auront à décider concernant ces corrections des écarts constatés
La correction des écarts, d'ailleurs, nous semblerait utile à être remontée. Il nous semblerait utile de remonter cette constatation des écarts au moment de la loi de règlement, plutôt que de les renvoyer au débat d'orientation des finances publiques tel qu'il est actuellement prévu dans le texte. Enfin, j'en termine. Y a-t-il eu des négociations ou des orientations concernant les 2 propositions de règlement dites two-pack, où là encore les questions peuvent être posées par rapport à la nécessité de transmission à Bruxelles des projets de budget? Est-ce que le ministre Pierre Moscovici pourrait nous informer de l'état d'avancement de ces travaux? Merci, monsieur le rapporteur. Messieurs les ministres, si vous souhaitez d'ores et déjà commencer à répondre, à moins... Très bien. Moi, je préférais qu'on réponde chaque question, chaque parlementaire, comme ça on est sûr que les questions précises auront des réponses précises. Bien. Alors, je réponds à certaines, je laisserai Jérôme répondre à d'autres, notamment à la première. Est-ce que nous allons tenir compte des dispositions de la loi organique pour la présentation des textes financiers? La réponse est oui. Nous raisonnerons notamment en termes de déficit structurel, parce que je pense qu'il est important que ce soit dès cette année que le Parlement puisse être informé et que ces prescriptions soient respectées. Pour ce qui est des propositions d'agenda, eh bien, c'est lié, c'est-à-dire que nous allons tout de suite respecter les dites dispositions. J'ai noté la remarque que vous avez faite sur le Haut Conseil. Il appartient bien sûr à l'Assemblée, aux assemblées, de se prononcer sur cette composition. Mais nous y avons réfléchi, vous vous en doutez, de manière précise, détaillée. Et la proposition qui vous est faite est une proposition qui exclut toute forme d'intervention du pouvoir exécutif. Autrement dit, c'est la Cour des comptes, d'une part, magistrature indépendante, et d'autre part, les assemblées qui désigneront, dans la composition qui vous est suggérée, les membres du Haut Conseil. C'est ce souci d'indépendance qui nous a animés. Je reviens sur l'agenda. Je dirais que le PLF ne comportera pas encore d'articles liminaires par manque d'habilitation, mais les documents annexés comprendront tous les éléments utiles, de façon plus précise de répondre à votre question de départ. Pour ce qui était de la correction des écarts, nous sommes prêts à examiner la façon dont vous proposerez de remonter éventuellement les dispositions qui peuvent y correspondre. L'article impose seulement au gouvernement de tenir compte de l'existence d'un écart. Un rapport annexé détaillera, au sein de la loi de finances initiale, les mesures de correction qui seront proposées. Enfin, pour ce qui est du calendrier de convergence vers l'objectif de moyen terme, il n'y a pas encore de discussions qui ont été entamées avec la Commission. Ça viendra dans les prochaines semaines, ou plus tard dans les prochains mois, sans qu'il y ait à ce stade un calendrier précis, parce que les États membres sont précisément en train de ratifier. Mais les débats pourront s'engager, bien sûr, sur la base de la loi de programmation pluriannuelle. Peut-être Jérôme, sur la notion de solde structurel notamment. Alors sur le solde structurel, c'est un concept que l'on a commencé à manier dans la mandature précédente, en tout cas à la Commission des finances, et qui fait référence à celui de croissance potentielle. C'est-à-dire la croissance que le pays aurait si la crise internationale n'était pas celle que l'on connaît maintenant depuis plusieurs années. C'est ce qui permet en réalité de juger de la réalité des efforts faits par un pays, par exemple, pour ajuster ses finances publiques. Chacun se souvient que ces 5 dernières années, le déficit structurel du pays ne s'est absolument pas amélioré, par exemple, entre 2005 et 2011. Je ne dis pas ça pour rappeler des choses qui pourraient être désagréables, simplement pour indiquer que c'est ce qui permet de juger objectivement de l'efficacité des politiques menées. On se heurte ensuite à une difficulté qui est précisément la définition de cette croissance potentielle. Et là, reconnaissons qu'on va se heurter à des problèmes méthodologiques qu'il faudra régler, parce que la Commission à Bruxelles a une méthode, la Cour des comptes a la sienne, la Direction du Trésor en a une troisième, et certains pays en Europe ont la leur, ce qui, après tout, est bien leur droit. Alors les travaux au niveau européen se poursuivent et, je l'espère, se concluront,
car dès lors qu'une règle commune s'applique à l'ensemble des pays de la zone euro, en tout cas il faut le souhaiter, faut-il encore que cette notion de croissance potentielle soit appréciée de la même façon dans chacun des pays, sinon les comparaisons n'ont plus de sens. Donc c'est vers cela, me semble-t-il, qu'il faut aller. Et dès lors que la croissance potentielle est définie, le solde structurel peut l'être, qui permet de juger de la réalité des efforts des politiques publiques en matière de retour vers l'équilibre. Merci. Monsieur le rapporteur, estimez-vous avoir eu les réponses aux questions que vous posiez? En tant que greffier de nos travaux, quelque part, en tout cas rapporteur, je n'ai pas eu complètement de réponse sur les collectivités territoriales. Alors les choses seront précisées demain, en réalité, à l'occasion du comité des finances locales. C'est par tradition, n'est-ce pas, Monsieur le Président de la Commission des finances, et par tradition au sein de cette instance que les choses sont indiquées. Mais puisque cela a déjà été dit, c'est bien sûr avec plaisir que je peux indiquer que pour l'année prochaine, c'est la norme zéro valeur qui s'appliquera à l'enveloppe dite normée, étant entendu que le FCTVA sera sorti de l'application de cette norme. Donc si c'est cela la réponse que vous souhaitiez, je me permets de vous la confirmer. Je sens que le rapporteur veut rajouter un mot. C'est pas courtois d'entamer un dialogue, mais Monsieur le ministre, moi, la question qui est posée, qui est souvent posée dans nos territoires, c'est de dire que cette contrainte, ce qui peut apparaître comme une contrainte avec toute l'argumentation qui vient d'être donnée, s'imposera-t-elle non seulement en termes de zéro valeur sur les dotations de l'État, mais s'imposera-t-elle par exemple sur le niveau d'endettement des collectivités territoriales? Ou est-ce que ce principe, j'allais dire sacro-saint, de la libre administration des collectivités territoriales pourrait être, de quelque façon que ce soit, remis en cause? Un mot du ministre et je donne la parole à Elisabeth Guigou. Alors, je n'avais absolument pas compris que tel était l'essence de la question du rapporteur général. J'aurais répondu sinon dans ma première intervention. Il n'est pas prévu de rajouter à la règle d'or qui existe déjà en matière de fonctionnement et d'investissement une règle supplémentaire qui s'imposerait aux collectivités locales. Ce n'est pas prévu aujourd'hui, mais libre à chacun d'imaginer ce qu'il souhaite dans le cadre d'un plan de retour à l'équilibre. Mais il n'est pas prévu en loi de finances initiale de rajouter une règle de cette nature, et par exemple relative à un niveau d'endettement que les collectivités ne pourraient atteindre et a fortiori surpasser. Il n'est pas prévu donc disposition de cette nature en loi de finances initiale. Merci beaucoup. Elisabeth Guigou. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce matin, la Commission des Affaires étrangères a adopté, je dois dire à une très large majorité, le TSCG, qui est évidemment le premier élément d'un ensemble que nous connaissons avec la loi organique ensuite et la loi de programmation des finances publiques, plus la mise en œuvre du pacte de croissance obtenu par le Président de la République au mois de juin dernier. Évidemment, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, ce n'est pas le TSCG qui nous impose le chemin de rétablissement de l'équilibre de nos finances publiques. À la vérité, on pourrait ne pas avoir ce traité et de toute façon, les engagements qui ont été pris par le Président l'ont été pendant la campagne électorale et il a été élu sur cette base. Donc, ce traité, il innove peu finalement par rapport aux règles existantes, à celles du traité de Maastricht qui existe depuis 20 ans, aux principes de surveillance et aux principes même de sanctions qui sont dans les textes européens depuis très longtemps. Donc il y a deux innovations principales puisque la notion de solde structurel, Jérôme Cahuzac vient de le rappeler, existait déjà depuis quelques années. Elle a simplement, la mesure en a été un peu durcie, passée de limite de 1% à 0,5%. Donc on a deux innovations principalement, le contrôle de la Cour de justice européenne sur la transposition dans notre ordre juridique national, on vient à l'organique, de mécanisme de surveillance, la règle d'or, et par ailleurs la majorité inversée pour pouvoir déclencher des mécanismes de sanctions contre les pays qui ne respecteraient pas justement leur chemin de rétablissement à moyen terme de finances publiques. Alors, ce rappel étant fait, moi j'aurais trois questions brièvement. Sur le solde structurel, on voit bien que c'est une notion qui ouvre une marge pour la négociation et pour la mise en œuvre. Bon, en ce sens, elle est en effet plus intelligente sans doute
la règle du déficit annuel. Mais ma question est la suivante. Certains de nos partenaires, je pense en particulier à l'Italie, ça m'a encore été confirmé il y a quelques jours, entendent leur poser la question du contenu de la définition du solde structurel et de la question des investissements. Faut-il sortir certaines catégories de dépenses? Je sais que ça n'est pas la position du gouvernement. Je l'ai rappelé ce matin en position des finances, mais j'aimerais bien que vous nous donniez votre approche de cette question-là, car la question a été posée et je pense que beaucoup de nos membres aimeraient vous entendre là-dessus. Sur le Haut Conseil des finances publiques, le gouvernement a fait le choix de placer cet organisme auprès de la Cour des comptes et de le faire présider par le premier président de la Cour des comptes. Nous avons le plus grand respect pour la Cour des comptes, mais comment s'est fait cette décision? Parce que, encore une fois, dans certains pays européens, on imagine de faire appel au Parlement. Et ça existe aussi, par exemple, aux États-Unis. Donc, comment est-ce que cela s'est fait? Moi, je ne remets pas en cause ce choix, mais j'aimerais bien être éclairée. Par ailleurs, est-ce que le Haut Conseil des finances publiques consultera, prendra la tâche du Parlement, en dehors d'avoir en son sein 4 personnes, mais indépendantes, nommées par les parlementaires, au moment où il communiquera au gouvernement ses observations? Enfin, ma dernière question concerne la légitimité démocratique. Dans l'article 13, vous l'avez rappelé, du TSCG, on évoque la création d'une conférence interparlementaire. C'est une évocation, et une évocation seulement. Nous avons donc considéré nécessaire, et c'est Christophe Carège qui en a fait la proposition à la Commission des affaires européennes, mais ça a été approuvé ce matin par la Commission des affaires étrangères, de présenter une résolution qui a été donc adoptée par chacune des 2 commissions, disant qu'il fallait effectivement ne pas tarder dans la mise en place de cette conférence interparlementaire. Est-ce que vous avez une idée sur ce que devrait être son rôle, sa composition? Mais nous sommes allés un peu au-delà. Car vous avez raison, Monsieur le Ministre, de souligner que les prérogatives de notre Parlement ne sont pas altérées. Mais nous aimerions, nous, que ces prérogatives soient augmentées. Parce que nous considérons qu'en matière de contrôle législatif et de contrôle de notre Parlement sur un processus quand même qui touche au cœur de ces prérogatives, il est nécessaire que notre Parlement soit davantage impliqué. Alors, il ne s'agit pas d'aller vers un système à l'allemande, parce qu'on n'est pas dans un système de mandat impératif en France, et puis que d'ailleurs, si tout le monde adoptait le système allemand, il y aurait un blocage général. Mais enfin, entre le tout allemand ou danois et le rien ou presque rien français d'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a de la marge. C'est la raison pour laquelle, dans la résolution, et j'en termine par là, nous avons proposé que le Parlement français puisse débattre de l'ensemble des enjeux relatifs à l'union économique et monétaire, pas seulement des enjeux budgétaires, que nous invitons à cette fin le gouvernement à le consulter sur les principales étapes du semestre européen et du processus européen de suivi et d'évaluation budgétaire, et que nous avons estimé indispensable que les calendriers budgétaires nationaux et européens soient harmonisés pour rationaliser l'examen des textes et garantir la cohérence entre les engagements européens. Alors, ceci est sans doute compliqué à faire parce que le calendrier budgétaire est ce qu'il est, mais nous estimons nécessaire que notre Parlement puisse exercer son contrôle à des moments clés de ce qu'il est convenu d'appeler le semestre européen, mais qui s'étale sur toute l'année. Voilà mes observations et mes questions, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Merci, Madame Guigoum. Messieurs les ministres, j'ai noté 4 questions. Est-ce qu'on peut... il y en a une sur le contenu du solde structurel, une sur le placement du Haut Conseil à côté de la Cour des comptes, une sur les rapports entre le Haut Conseil et le Parlement, et puis une dernière sur les nouveaux pouvoirs proposés par la résolution. Pour moi, ça faisait 4. Très bien, Monsieur le Président. J'en prends toujours 3, mais ça me va parfaitement. Il y en a une qui se décompose en 2, on va dire. Sur le premier point, je laisserai Jérôme Cahuzac répondre en précisant seulement une chose, sans entrer sur le détail de la proposition italienne. C'est que nous avons choisi de présenter, c'est ce que nous ferons demain au Conseil des ministres, le budget, le projet de loi de finances, avec un solde... on va raisonner en solde structurel, mais avec un solde nominal à 3%. Parce qu'il nous semble, je parlais tout à l'heure de souveraineté, que
trajectoire de finances publiques devait conserver une crédibilité, que la qualité de notre signature devait être affirmée et qu'il ne s'agissait en rien de baisser la garde sur ce point si nous voulons garder ce qui est aujourd'hui notre apanage, c'est-à-dire des taux d'intérêt faibles. Et j'ai dit tout à l'heure, la dette ennemie des services publics et ennemie de l'économie. Ce que je sais, c'est qu'un euro de plus que nous affectons au remboursement de la dette, c'est un euro de moins pour l'hôpital, l'éducation, la sécurité. Enfin, là, ça ferait 3, mais enfin, vous me suivez, ou la compétitivité de l'économie. Donc, voilà. Deuxième chose sur la composition du Haut Conseil et son placement. Il faut bien voir que le traité laisse les États signataires libres d'organiser à leur manière des institutions indépendantes. Ça, c'est fixé. Indépendance fondamentale, qui se prononceront publiquement sur les prévisions macroéconomiques, sur le respect de la trajectoire pluriannuelle des finances publiques, et puis, le cas échéant, qui peuvent alerter sur l'apparition d'un écart. Et l'important, c'est ce qui nous a guidés, c'est que ces institutions soient vraiment indépendantes. Et dans ce contexte, dans notre système institutionnel, compte tenu de la place que la Cour des comptes a pris auprès du gouvernement, auprès du Parlement, dans le cadre constitutionnel, depuis ces dernières années, il était inimaginable qu'il ne soit pas fait un lien entre le système institutionnel que nous mettons en place et celui de la Cour des comptes. Moi, je ne veux pas être suspecté de mésestimer le rôle de la Cour. Mais étant moi-même à l'origine magistrat comme d'autres, voilà, nous sommes toujours, c'est vrai, mais enfin, pas en activité actuellement. Mais il fallait prévoir un dispositif qui soit véritablement utile, en même temps qu'indépendant. Et plutôt que de créer deux instances séparées, il nous a paru plus intelligent de réunir en un même lieu, bien évidemment proche de la Cour des comptes, toutes les compétences en matière de suivi des finances publiques et de prévision macroéconomique. Et donc, c'est pour ça que nous avons choisi pour cette composition mixte et pour cette formule près de la Cour des comptes qui peut être précisée, le cas échéant. Et donc, c'est ça aussi qui justifie ce rôle du premier président de la Cour des comptes. Sur la quatrième remarque, ou la quatrième question, ou la troisième et demie, le gouvernement ne peut qu'appuyer l'appel à ce que se constitue rapidement cette conférence des parlements nationaux. Et non seulement la loi organique va vivifier le débat financier national, mais autour du programme de stabilité, elle l'inscrit dans le cadre européen. Alors évidemment, moi je n'envie pas totalement, comme membre du gouvernement, le Bundestag ou le Folketing. Quand je vois mes collègues danois ou allemands, j'ai le sentiment que parfois ils vivent ça comme une épreuve bien sûr stimulante. Il faut trouver la juste mesure, mais ce qui va dans le sens du renforcement du contrôle parlementaire sur les débats européens ne m'a jamais paru être négatif. Merci, Jérôme Cahuzac. Oui, on revient donc sur la notion de solde structurel et le débat qui est bien connu, est de savoir s'il s'agit de tenir compte des investissements ou pas. On se heurterait à une difficulté qui serait considérable si on décidait de les en sortir par hypothèse. Car le pilotage de l'équilibre, du retour à l'équilibre de nos finances publiques passera par le pilotage du solde structurel lui-même. Or, 70% des investissements civils sont réalisés par des collectivités locales régies par un principe de libre administration. Et donc l'État aurait pour mission de revenir à l'équilibre par un pilotage d'un solde dont, en matière d'investissement, il ne contrôlerait en vérité que 30%. Et si tel était le cas, il devrait alors s'adapter, le cas échéant pour ces investissements militaires, qui sont quand même un instrument de souveraineté, il devrait s'adapter à ce que les collectivités locales, mettant en œuvre ce principe de libre administration, décideraient de réaliser comme investissement. Bref, certains investissements régaliens deviendraient la variable d'ajustement des investissements réalisés en général dans ce pays. Je ne crois pas que ce serait une situation satisfaisante. Dès lors, je ne crois pas que l'on puisse sortir les investissements du calcul du solde structurel. Merci, Madame Guigou. Un droit de suite. Quand même, la conférence interparlementaire, c'est très bien. Nous déléguerions, on verrait combien, des représentants de notre Assemblée, et certainement du Sénat, à cette conférence avec le Parlement européen. Mais quid du contrôle en amont de la réunion de cette conférence parlementaire par notre Assemblée sur ce que fait le gouvernement avec la Commission tout au long du processus du semestre européen. Là, il y a deux choses dans notre...
La réponse du ministre et la parole à Gilles Carrez. J'ai été cursif sur ce point, mais je vais être plus net s'agissant de cette consultation sur les principales étapes du semestre européen. Je partais de ce qui était l'objet de notre discussion, c'est-à-dire la conférence interparlementaire. J'ai un avis tout à fait positif. Il faudra ensuite, c'est pour ça que je citais aussi le Folketing ou le Bundestag, trouver des modalités pratiques pour organiser ça en fonction des échéances, notamment pour la préparation du programme de stabilité et du programme national de réforme. Mais sur le principe, je suis très favorable. Je pense qu'il faudra élaborer tout ça de manière plus détaillée. Et d'autres collègues du gouvernement pourront aussi être saisis de cette question. Merci beaucoup, Gilles Carrez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous nous avez indiqué que ce projet de loi organique découle notamment de l'article 3 du traité de stabilité. Et je voudrais faire, à cet égard, deux observations. La première observation, c'est que cet article 3, c'est vraiment le cœur du traité. L'autorisation de ratification va être demandée la semaine prochaine au Parlement, à notre Assemblée notamment. Et cet article 3, il n'a pas bougé du tout. C'est exactement la même rédaction que celle qui prévalait en février dernier, à la virgule près. Et la seconde observation, c'est de dire que dans sa décision du 9 août dernier, le Conseil constitutionnel, analysant la déclinaison nationale que nous avons choisie en France de l'article 3, a en fait mis en évidence deux branches de l'alternative. La première, c'est une révision constitutionnelle ou d'un texte de niveau constitutionnel, et la seconde, c'est tout autre moyen à caractère, je cite de mémoire, permanent et contraignant. Et vous avez choisi à ce titre la loi organique. Et je confirme que la décision du Conseil constitutionnel permet ce choix. Mais dans votre présentation, vous avez laissé entendre, Monsieur le ministre, que la loi organique serait en quelque sorte un moyen de s'exonérer, de contourner, d'éviter des obligations de façon beaucoup plus simple, aisée que par le biais constitutionnel. Et je voudrais vous rappeler que l'article 3 est extrêmement contraignant. Il est extrêmement contraignant et notamment dans tout ce qui est correction des écarts. Il parle d'automaticité des moyens de correction. Et donc, il ne faut surtout pas avoir une présentation laissant entendre que la loi organique, c'est un moyen en quelque sorte de s'exonérer d'obligations extrêmement précises de l'article 3. Alors, à partir de là, notre commission spéciale travaille sur ce projet de loi. Nous avons des délais très brefs, donc c'est sur ce point que je voudrais intervenir. Tout d'abord, le projet de loi lui-même, il est en continuité, c'est une bonne chose, en grande continuité avec le projet de loi qui, lui, était constitutionnel, ou la loi constitutionnelle que nous avons votée l'an dernier, et à l'Assemblée et au Sénat, qui n'est pas passée au Congrès, en reprenant exactement la même méthodologie. C'est-à-dire, on s'appuie sur des lois de programmation pluriannuelles que la précédente majorité a introduites dans la réforme constitutionnelle de 2008, et ces lois de programmation pluriannuelle déclinent une trajectoire. Et cette trajectoire, qui porte sur les recettes et sur les dépenses, comporte d'une part des plafonds de dépenses, dépenses publiques consolidées, l'État, les comptes sociaux, les collectivités territoriales, et des planchers de recettes. Et petit à petit, progressivement, le plafond et le plancher se rejoignent, et donc on retrouve complètement la méthodologie qui était la nôtre. Mais il y a une différence qui est très importante, et elle vient du traité. Elle vient du traité elle-même, puisque l'article 3 a retenu, je dirais, une approche s'inspirant plutôt de la réforme constitutionnelle allemande de 2009, en introduisant la notion de solde structurel. Et toute la difficulté, mais Mme Guigou l'a bien vu, toute la difficulté, ça va être le passage entre les soldes effectifs et puis les soldes structurels. Et donc, je vais vous poser quelques questions sur ces points, mais auparavant, pour montrer à quel point, dans quel degré nous sommes en continuité avec le travail qui a été fait l'an dernier, j'ai été très frappé par votre vocabulaire, votre sémantique. Moi, je me croyais revenu vraiment à l'an dernier. Quand vous parlez de la confiance, mais vous avez raison, quand vous parlez de la confiance
dont nous devons continuer de bénéficier auprès de nos prêteurs, de nos créanciers. Quand vous parlez de la nécessité absolue de couvrir dans les meilleures conditions notre besoin de financement, d'où vous dites qu'il est encore très élevé, vous avez totalement raison, Monsieur le Ministre. Totalement raison. On ne peut que vous approuver. Quand M. Cahuzac répond à Mme Guigou, quand vous-même vous répondez que demain, vous prendrez un engagement sur un solde de 3% nominal et que vous n'essaierez pas de vous réfugier derrière une approche structurelle en sortant, par exemple, les investissements, nous ne pouvons que vous approuver, Monsieur le Ministre. Vous avez raison. Alors, comme les délais sont très brefs, et ça pose un problème, Monsieur le Président de la Commission spéciale. Si j'ai bien compris, nous n'avons que jusqu'à samedi 17 h pour les amendements. Alors, plusieurs questions. La première, des questions précises, l'article 2, qui précise ce qui doit figurer dans la loi de programmation pluriannuelle elle-même, qui est fondamentale, me paraît devoir être complété du point de vue précisément de cette notion de solde structurel. Et il faudrait renvoyer à l'article 2 une partie de ce qui figure dans l'article 5 au titre de l'annexe, en décomposant dès la loi de programmation pluriannuelle le solde structurel en dépenses et en recettes, et donc mettre en évidence l'effort structurel. Ce qui me permet de répondre gentiment à Jérôme Cahuzac, mais très gentiment, que la période pendant laquelle, les plus anciens s'en souviennent, le solde structurel de notre pays s'est le plus dégradé, c'est 1999, 2000, 2001. Parce qu'à cette époque, en haut de cycle, avec des élasticités de recettes phénoménales, on a confondu des recettes temporaires, on les a converties en dépenses définitives récurrentes, et notre solde structurel se dégradait alors que notre solde nominal était plutôt... je pense que... Non, mais tout ça pour dire que, chers collègues, au-delà de tout rappel historique, la notion de solde structurel est essentielle. Donc ma première observation, c'est décomposons. Êtes-vous d'accord pour que l'on décompose le solde et qu'on introduise la notion d'effort structurel dès l'article 2 dans les lois de programmation pluriannuelle? Deuxième point, s'agissant du Haut Conseil des finances publiques. Je ne sais pas s'il faut rester sur l'expression placée auprès de la Cour des comptes. Je comprends parfaitement que l'on doive confier un rôle éminent à la Cour des comptes. Mais je vais peut-être vous étonner, Monsieur le Ministre, sur un point. Je pense que c'est dommage, au nom de l'indépendance absolue, de se priver totalement de l'expertise qu'il peut y avoir à Bercy. Parce que, croyez-moi, les problèmes de calcul, d'élasticité, notamment sur les recettes, appellent une expertise opérationnelle que nous avons à Bercy, que nous n'avons pas forcément à la Cour des comptes ou chez tel ou tel économiste ou universitaire distingué. Donc moi, je me demande s'il ne serait pas raisonnable de réintroduire dans ce Haut Conseil soit le directeur de l'INSEE, voire le directeur du Trésor. Moi, je n'y trouverais rien à redire du point de vue indépendance. On a 4 magistrats de la Cour des comptes, c'est présidé par le premier président de la Cour des comptes, les 4 autres personnes, les modes de désignation sont satisfaisants, mais je pense qu'on a intérêt à insuffler, à injecter un peu plus de compétences, moi je dirais techniques. Parce que je vous assure, sur ces questions notamment de sol structurel, il faudra aller dans le moteur, il faudra aller voir opérationnellement comment ça se passe. Autre observation, le champ de compétences du Haut Comité. Moi, je pense que le Haut Comité devra donner son avis et intervenir sur chaque loi de finances rectificative, sur chaque collectif. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au cours des dernières années, on s'est rendu compte que dans la crise, il fallait réagir très vite. Et les collectifs ont pris une importance qu'ils n'avaient pas auparavant. Et on a corrigé les écarts avec des collectifs. Donc je crois que c'est important. Alors l'article 11 le prévoit, il faut peut-être un peu le renforcer. Autre point qui a été souligné, je suis complètement d'accord avec lui par le rapporteur général, la correction des écarts qui est essentielle. Il est prévu d'avoir ce débat dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Il serait plus judicieux de l'avoir sur la loi de règlement. Et je me demande si le bon chaînage, ce ne serait pas d'avoir la loi de règlement au mois de mai, correction des écarts, loi de programmation pluriannuelle dans la foulée, et cette loi de programmation pluriannuelle coïnciderait avec le retour du programme de stabilité au Parlement français, étant entendu que le programme de stabilité a été soumis
au Parlement vers le mois de mars, enfin, préalablement à son envoi à Bruxelles. Et là, je pense qu'on aurait quelque chose d'intéressant en déconnectant en quelque sorte la loi de programmation pluriannuelle de la loi de finances de l'année. J'aimerais que vous nous donniez votre avis sur ce point. Je pense également que la rédaction s'agissant de la correction des écarts, c'est l'article 16. Oui, l'article 16, je le cite. Il est tenu compte par le gouvernement d'un écart important au plus tard lors de l'élaboration de la plus prochaine loi de finances. Le tenu compte me paraît un peu faible, parce que dans le traité, dans l'article 3, il y a la notion de correction automatique. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une rédaction, s'engage à, enfin, qui ne soit pas uniquement un peu passive comme il est tenu compte? Bon, c'est une question que je vous pose, je comprends que ça puisse avoir des inconvénients. Bon, il y aurait d'autres questions, mais je ne veux pas non plus abuser du temps. Mais je suis un peu inquiet, Monsieur le Président, parce que si on veut faire du bon travail, d'ici samedi 17h, ça va être un peu difficile. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Je suis certain, Monsieur le Président, que vous saurez faire du bon travail dans ce laps de temps sur un projet qui tout de même est connu et sur lequel d'ailleurs vous avez fait des observations que nous entendons, pour certaines d'entre elles en tout cas. D'abord, je reviendrai sur certaines de vos remarques. C'est vrai que le Conseil constitutionnel avait laissé une option entre deux possibilités. Et celle que nous avons choisie n'a absolument pas pour but, et ma présentation n'était pas ambiguë à ce sujet-là, de s'exonérer de quoi que ce soit. J'utiliserai une formule que j'ai déjà entendue quelque part, disant qu'il vaut mieux une loi organique qui soit opérationnelle, pour ne pas dire sérieuse, à une inscription dans la Constitution qui ne serait pas, elle, tout à fait effective. Donc, dans la loi organique, nous nous vraiment calons de manière extrêmement précise sur les prescriptions du traité. Il n'y a aucune échappatoire, aucune recherche de ce type-là, et nous ne sommes pas en train de vider ou d'affaiblir le contrôle de nos lois de finances. C'est absolument pas l'objectif. Alors après, il y a deux raisons pour lesquelles nous avons fait ce choix. La première raison est une raison politique. Pourquoi ne pas l'assumer? Nous avions dit, pour ce qui nous concernait, je parle de la majorité, devenue majorité, qui était alors l'opposition, que nous ne souhaitions pas d'inscription de la règle d'or dans la Constitution. Et comme je l'ai dit, et je le redis, il n'y a ni règle d'or, ni inscription dans la Constitution. Il y a des règles de procédure utiles et même nécessaires, et nous avons fait le choix de les inscrire dans une loi organique dont le caractère contraignant ne peut pas être mis en doute. Ça, c'est la première raison du choix. Et la deuxième, c'est sur le contrôle par le juge. Et ça, je crois que c'est important pour cette Assemblée, pour les assemblées. C'est-à-dire que dans les deux voies, la France doit respecter ses engagements européens, encore une fois, que personne n'en doute. Mais si la règle d'or, ou si une règle d'or, avait dû figurer dans la Constitution, le Conseil constitutionnel va alors passer la totalité des lois de finances à son crible. Et pour ce qui concerne la loi organique, il l'a jugé le 9 août, c'est vraiment une décision très importante. Son contrôle de la sincérité des lois prendra en compte les avis du Haut Conseil. Il vérifiera aussi la procédure suivie. Mais aucune censure de la loi de finances ne sera possible au nom d'une règle d'or. Donc il y a aussi un effet sur le contrôle dans la décision que nous avons prise. Nous l'assumons. Et non seulement nous l'assumons, mais nous la revendiquons parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle préserve la souveraineté parlementaire, le rôle du Parlement, ce qui nous semblait quelque chose de très important. J'ai bien noté aussi votre remarque sur les 3%. Je pense que ça facilitera le vote de la loi de finances par l'opposition, si je suis bien la cohérence, puisque nous sommes, nous, sur une démarche de confiance qui vous évoque quelque chose. Bien, en bonne logique, le moment venu, vous saurez, je pense, l'approuver, puisque nous sommes dans cette logique de sérieux. Mais je redeviens sérieux moi-même. Évidemment, nous n'avons pas la même conception ou le même chemin ou les mêmes politiques pour revenir à ces 3%, mais nous n'avons jamais, à aucun moment, pendant la campagne présidentielle, laissé penser que nous serions approximatifs par rapport à cela. Pour ce qui est de la composition du Haut Conseil, votre Assemblée en débattra, et
bien sûr, il y a une capacité d'expertise qui existe à Bercy. Je serai le dernier, nous serons les derniers à la nier. On est en train de préparer, ou plutôt de finir, nous le faisions encore quelques heures avec nos équipes, la préparation de la présentation du projet de loi de finances, des gens qui travaillent énormément, jusqu'à des heures tout à fait indues, avec une qualité incroyable. Et je veux dire, moi, toute ma confiance dans les équipes du ministère des Finances, dans son ensemble, et de la direction du Trésor notamment, puisque j'ai pu lire ici ou là qu'elle était questionnée. Loyauté, compétence, pour moi ça ne fait pas de doute. Mais en même temps, bon, nous avons choisi la voie de l'indépendance parce qu'elle nous paraissait coller là aussi à ce que disait ou suggérait le traité. Bon, c'est un sujet sur lequel on peut débattre de la façon dont cette expertise indéniable peut être utilisée dans le processus qui est conduit. Sur la façon dont vous concevez le chaînage ou le calendrier, je pense que vous pouvez en débattre utilement. Il me semble qu'il y a là des réflexions qui peuvent être entendues, je l'ai dit. Mais encore faut-il qu'elles fassent l'accord, mais il y a après tout peut-être des choses qui se font écho. Enfin, pour ce qui est de tenir compte, je crois que là c'est quand même un mot subtil qui dit jusqu'où on peut aller et au-delà de quoi il ne faut pas aller. M. Cahuzac. Oui, deux aspects, la loi de finances rectificative et puis l'effort structurel. On a estimé que parler de solde structurel était suffisant. L'effort structurel est renvoyé aux annexes. J'ignore si ça sera un point de débat absolument majeur. Je ne suis pas sûr que cela pourrait le mériter, mais les débats éclaireront et les uns et les autres sur cette éventuelle nécessité. Pour ma part, je ne la juge pas indispensable dès lors qu'il est affirmé que l'équilibre des finances publiques se fait par le pilotage du solde structurel. Celui-ci est dans la loi. L'effort structurel est évidemment nécessaire pour aboutir au solde, mais dès lors qu'il est mentionné dans les annexes, cela me semble suffisant. Quant aux lois de finances rectificatives, je crois que l'article 11 est très clair. Le gouvernement informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques sur lesquelles il entend se fonder pour l'élaboration de ce projet. Et le Haut Conseil peut rendre un avis public sur ces prévisions. Laissons le Haut Conseil mettre de son expression à cette occasion-là. Et le contraindre, si je comprends bien votre intervention, Monsieur le Président, contraindre le Haut Conseil en remplaçant peut par doit, ne me paraît pas indispensable. Il me semble que la possibilité est ouverte, le Haut Conseil la prendra ou pas, selon ce qu'il jugera nécessaire ou pas. Ça me paraît suffisant. Monsieur le Président Carrez, vous souhaitez rajouter un mot? Juste sur ce dernier point, une précision. Dans l'article 11, le Haut Conseil ne donne un avis, il peut, mais que sur les prévisions macroéconomiques. Et en fait, ma question, c'est pas peut ou doit, c'est ne doit-on pas prévoir qu'au-delà des prévisions macroéconomiques, il fasse une analyse des comptes comme il le fait pour une loi de finances? C'est ça ma question, en fait. Alors, je suis d'accord avec le président de la Commission des finances. L'expérience passée amène à être prudent en matière de lois de finances rectificatives qui peuvent, le cas échéant, se multiplier. Mais précisément au nom de cette expérience, on sait qu'elles peuvent être décidées, élaborées et présentées dans des délais très brefs. Dans des délais tels que je ne suis pas certain que le Haut Conseil pourrait précisément effectuer la mission qui est désormais la sienne, au contraire des lois de finances initiales, au contraire du débat d'orientation des finances publiques, dispositions ou textes ou procédures qui lui donnent tout le temps nécessaire. Donc je crois vraiment que l'article 11 tel qu'il est rédigé est suffisant et il est effectivement prévu que le Haut Conseil puisse, s'il le souhaite, mais qui peut douter qu'il userait de cette possibilité en vérité, mais puisse donner son avis sur ces prévisions, c'est-à-dire faire le travail dans un délai relativement bref, mais néanmoins de façon satisfaisante. À défaut, on risque de le contraindre dans des délais trop courts pour travailler de manière satisfaisante, alors sa crédibilité est absolument majeure dans la procédure qui vous est proposée. Merci beaucoup. Paul Jacobi. Monsieur le Président, quelques remarques. Je comprends parfaitement la signification et l'utilité des concepts de trajectoire, de pluriannualité en matière de retour à l'équilibre des finances publiques de l'État. Je dois dire que je suis un peu allergique à l'expression de loi de programmation. Il me semble que l'expérience permettrait de définir ainsi les lois de programmation en France, dispositions législatives indicatives et prévisionnelles destinées à être contredites par les lois de finances annuelles. C'est du moins l'expérience que l'on en a sur un certain nombre d'années. Et je vous mets au défi de me démontrer le contraire. Je tiens à votre disposition des tableaux qui permettront de démontrer cela. La décision du Conseil constitutionnel
Et le fait de ne pas avoir souhaité l'inscription dans la Constitution de la règle de retour à l'équilibre nous conduit, pour parler d'équilibre, à un exercice juridique et sémantique qui ressemble singulièrement à un numéro d'équilibriste. Et ça se sent tout à fait dans le dialogue que nous avons aujourd'hui. À force de répéter qu'il n'y a pas de transfert de souveraineté, ni de mécanisme contraignant, et je comprends bien qu'on le fasse compte tenu de la situation précédemment décrite, je ne vois plus très bien, très exactement, je vous l'avoue mon ignorance et mon manque de perspicacité, la portée juridique de tout cela. Nous serions dans un droit et dans un vocabulaire anglo-saxon, cet exercice serait probablement plus facile, plus compréhensible. On évoquerait des notions de guidelines, de choses, mais enfin, dans les pays latins et de droit écrit, c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors aujourd'hui, à force de vouloir respecter le traité sans réviser la Constitution et en respectant la décision du Conseil constitutionnel, nous sommes, je le dis, dans l'équilibrisme et parfois quand même, au-delà de l'expression, dans la contradiction. S'agissant du Haut Conseil, alors d'abord, là aussi sur le plan sémantique et sur le plan d'opportunité, dans un moment d'économie et de simplification, le Conseil d'État et la Cour des comptes ont relevé la multiplicité des conseils, agences, commissions de tout poil. On ne pourrait pas totalement approprier. Deuxièmement, il existe une Cour des comptes. Elle a de l'indépendance. Elle est là pour éclairer le Parlement, entre autres, sur les finances publiques, en avant, en aval, en amont, tant qu'on veut et au moment que l'on veut. Elle certifie a posteriori les comptes publics. Par conséquent, elle a également ce rôle extrêmement important. Je ne vois pas en quoi, je vous le dis très franchement, un comité qui est composé pour moitié précisément de magistrats financiers et pour une autre moitié d'experts qui sont, eux, désignés, pas du tout à reproche, politiquement. C'est-à-dire qu'ils sont désignés un peu comme le sont les membres du Conseil constitutionnel, plus les présidents des commissions des assemblées. Quel je rends naturellement l'hommage qu'il mérite, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça ajoute en crédibilité et en compétence ? Et alors, en particulier, s'il s'agit de donner un avis sur la sincérité des prévisions macroéconomiques, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? N'importe quel crétin est quand même capable, lorsqu'il regarde, il consulte les différentes sources, les prévisions macroéconomiques de croissance de toute une série d'institutions publiques ou privées, nationales ou internationales, vous comparez quelque chose qui, à une demi-décimale, ressemble au consensus, et puis vous comparez cela à la prévision du gouvernement. Vous trouverez toujours, depuis les 10 dernières années, que la prévision du gouvernement est entre 0,5 et 1 point parfois au-delà de ce que l'on peut appeler le consensus. Et puis en cours d'année, alors avant le budget, au moment du budget, on appelle ça du volontarisme économique et politique, et puis après, au fur et à mesure, on dit que les temps sont durs et on termine en disant et en expliquant a posteriori d'une manière très peu convaincante qu'on avait quand même raison. Et on explique qu'il s'est passé des choses entre-temps. Tout ça n'est quand même pas très sérieux. J'ajoute que je ne suis pas totalement d'accord, évidemment, avec ce que dit Gilles Carrez sur le fait d'ajouter à ce comité des fonctionnaires tout à fait éminents représentant, je reconnais très volontiers, l'extrême compétence et l'utilité absolue de recourir au service de Bercy pour ça. Mais enfin, rien n'empêche au Conseil, comité, Théodule ou je ne sais pas quoi, de demander aux ministres, et par eux à Bercy, des détails de calcul, toute une série de choses qu'effectivement la direction du budget, du Trésor, etc. et de la prévision sont plus à même de donner que la Cour des comptes, parce que ce sont des praticiens et qu'ils ont à leur disposition peut-être un peu plus d'outils. Voilà ce que l'on peut dire. Est-ce que sur les collectivités locales, est-ce qu'on ne pourrait pas, par un mécanisme ressemblant, instituer quelque chose qui serait un peu l'équivalent pour les collectivités ? D'ailleurs, beaucoup de collectivités locales font cet exercice pluriannuel sans le dire ou en le disant, mais sans le formaliser complètement, au moment du vote des orientations budgétaires. Je ne vois d'ailleurs pas à quoi serviraient les orientations budgétaires, sinon à causer. Elles ne servent en réalité qu'à présenter le contexte et à dire sur les 3 prochaines années, voilà ce qu'on va faire. Moi, je le fais dans ma petite collectivité, c'est-à-dire qu'on dit on n'empruntera pas plus qu'on ne rembourse, on bloque les dépenses de fonctionnement et une progression annuelle, une norme de 1,5%, on fait des calculs, on leur dit ce qui va et ce qui ne va pas, etc. Et chaque année, effectivement, dans l'Assemblée est capable de me dire si j'ai excédé dans ma proposition la norme que j'ai moi-même proposée au départ. Ce serait quand même pas mauvais
dans une période où, l'investissement public, ça a été dit bien sûr et c'est bien connu, dépend très largement des collectivités locales, dans une période où les collectivités locales, bon, pas besoin d'être grand clair, vont devoir, et c'est tout naturel et parfaitement normal, vont réduire un peu leurs excès, puisque de toute façon les dotations sont bloquées pour encore pas mal d'années, et ça ne va pas durer autant que les impôts, mais ça va durer quand même un bon moment. Il est clair qu'elles ont besoin de faire cet exercice autant et plus que l'État. Donc ce serait peut-être une bonne chose, mais ce n'est pas le lieu dans la loi organique, bien sûr. Merci, mon cher collègue. J'ai plus perçu votre intervention comme un commentaire plutôt que des questions directes au ministre. Donc, si vous le voulez bien, je vais donner la parole à Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président, Messieurs le ministre, mes chers collègues. Je voudrais faire une remarque, à caractère assez politique, il faut bien le dire, et poser 3 questions. La première remarque, messieurs les ministres, j'ai admiré l'habileté de votre présentation qui tend à démontrer qu'en aucun cas on inscrit dans un texte de fond la règle d'or prévue par les traités. Vous avez insisté lourdement sur le fait que le texte que vous nous soumettez est un texte de procédure. Je ne suis pas sûr que certaines composantes de votre majorité soient complètement dupes de cette habileté. Et je pense notamment à nos collègues d'Europe Écologie Les Verts et du Front de Gauche. Mais, et ça m'amène à ma première question, l'angle que vous avez choisi a tout de même des implications juridiques. Vous l'avez dit, la règle d'or n'est pas dans la Constitution, elle n'est pas non plus dans la loi organique, sinon sous la forme d'une référence, qui est à l'article 1er, l'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l'article 3 du TSCG. Donc, l'essentiel, ça va être les lois de programmation. Donc, ma question est la suivante. Et d'ailleurs, le président Urvoas l'avait posée dans son exposé liminaire. Est-ce qu'il est clair que les règles et les objectifs qui seront fixés par les lois de programmation s'imposeront aux lois de finances initiales, au projet de loi de financement de la sécurité sociale et, en cas d'écart, aux lois postérieures, loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale postérieures, qui devront rectifier le tir. Et toujours dans la même question, est-il clair que puisque le Conseil constitutionnel ne pourra pas, faute d'inscription dans la Constitution, vérifier la conformité au traité, au TSCG, est-il clair qu'il pourra censurer une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale qui ne respecterait pas les objectifs et les règles fixés par la loi de programmation? C'est oui ou c'est non? Et si c'est oui, il faut le dire de façon plus explicite dans ce projet de loi organique qui reste extrêmement flou. Donc ça, c'est ma première question, mais vous l'admettrez, elle est tout de même assez fondamentale. La deuxième question, elle concerne les collectivités territoriales. Notre collègue Eckert a tout à fait juste titre essayé de vous en faire dire un peu plus sur ce que les lois de programmation pourraient imposer, si tant est qu'elles aient la force juridique dont j'ai parlé, sur ce qu'elles pourraient imposer aux collectivités territoriales. Et moi, je voudrais aller un tout petit peu plus loin, parce que j'ai trouvé votre réponse, Monsieur le Ministre, un peu courte et évasive. Qu'entendez-vous lorsque, à l'article 4, vous écrivez « Ces règles, les règles de la loi de programmation, peuvent en particulier avoir pour objet d'encadrer les dépenses,
les recettes et le solde ou le recours à l'endettement de tout ou partie des administrations publiques. Vous êtes d'accord avec moi, il y a les collectivités territoriales certainement derrière ce vocable des administrations publiques. Et enfin, messieurs les ministres, j'avoue que j'avais des doutes sur la nécessité de créer un haut conseil des finances publiques. Ils ont été renforcés par l'intervention excellente de notre collègue Giacobbi. Et j'aimerais quand même que vous apportiez une justification un petit peu plus nourrie et convaincante s'agissant du principe même de l'institution de ce Haut Conseil des finances publiques. Merci. Messieurs les ministres, je vais vous donner la parole. Je signale à nos collègues que j'ai 7 inscrits, que je ne suis pas contraignant dans la prise de parole. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille nécessairement revenir sur des points qui ont déjà été traités. Donc je nous invite collectivement à se concentrer sur les aspects nouveaux, ce qui permettra aux ministres d'être tout aussi clairs dans les réponses, de façon à ce que nous fassions progresser la discussion qui ne se termine pas aujourd'hui. Chacun l'aura bien compris. Je ferai l'économie des réponses déjà données. J'en citerai tout de même une. Monsieur de la Verpillière, je l'ai rappelé, c'est-à-dire l'incidence qu'avait le choix de la modalité sur le contrôle du juge constitutionnel, en répétant qu'aucune censure de la loi de finances ne sera possible au nom de la règle d'or, dès lors que nous avons choisi la loi organique. Et ma deuxième réponse, elle est commune à vos deux interventions, celle de Paul Giacobbi et la vôtre, sur les lois de programmation. Vous semblez regretter, ou souhaitez, enfin, peu importe, au fond, vos points de vue ne sont pas forcément les mêmes, que la loi de programmation n'ait pas été respectée jusqu'ici. Et c'est précisément le sens de la procédure nouvelle que de nous aider à les respecter. Mais en même temps, je veux être clair sur l'effectivité de cela. Juridiquement, les lois de programmation ne s'imposeront pas davantage aux lois de finances demain qu'aujourd'hui. Je le dis juridiquement. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ce qui a été dit s'appliquera automatiquement sur le démenti systématique. Mais avec le Haut Conseil des finances publiques, le tableau de bord intégré aux lois de finances initiales, je pense que nous allons tous politiquement gagner en lisibilité sur le respect de la trajectoire et donc petit à petit, c'est ce que disait Gilles Carré sur le plancher-plafond, en effectivité. Donc ce n'est pas quelque chose de contraignant juridiquement, c'est quelque chose qui est politiquement fortement incitatif. Non, enfin, de toute façon, je note que vos points de vue ne sont pas les mêmes sur le fond, ce qui prouve qu'au final, c'est un droit intelligent. Voilà, quant à la composition du Haut Conseil, j'ai déjà été amené à... J'écoute vos commentaires, et je répète encore une fois qu'il nous a semblé qu'entre le tout court des comptes que certains pouvaient préconiser, ou bien la recherche d'une autre forme d'expertise, il me semble que nous avons trouvé un équilibre en respectant l'impératif d'indépendance qui nous était fixé. Merci beaucoup, Monsieur Cahuzac. Oui, donc sur l'article 14, Monsieur le député, le principe de libre administration communale est un principe constitutionnel. C'est une loi organique et comme telle, elle sera automatiquement soumise à l'avis du Conseil constitutionnel. De deux choses l'une. Ou bien cet article 14 est jugé contraire au principe que je viens de rappeler, et le Conseil jouera son rôle, ou l'article 14 n'est pas jugé contraire et vos craintes sont vaines. Merci beaucoup. La parole est à Pierre-Alain Muet. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je trouve que cette loi organique construit un équilibre subtil entre le respect de toutes les prescriptions du traité et le respect des prérogatives du Parlement. On sait très bien que ça aurait été absurde d'inscrire dans la Constitution une règle de déficit quelconque, qu'elle soit structurelle ou qu'elle soit déficit effectif. Ce n'est pas le rôle d'une Constitution d'inscrire des règles qui ont un sens à une période donnée. Et les règles du traité sont pertinentes en matière de déficit structurel dans la période actuelle, mais ça n'a pas de sens d'inscrire ça pour l'éternité, si je puis dire. Et je trouve que la loi organique le fait très bien parce qu'elle fait référence au traité. Donc on sait très bien qu'on a le 0,5% tant qu'on a une dette supérieure à 60% et qu'un objectif de déficit structurel de 0,5%, ça donne une vitesse de réduction de la dette pertinente. C'est d'ailleurs complètement compatible avec les prévisions à moyen terme
de réduction des déficits du gouvernement. Mais ce n'est pas la peine de l'écrire. La loi organique, elle définit la méthode, et la méthode, elle peut s'appliquer. Cette loi organique, elle peut durer à la limite plus longtemps que le traité, moyennant un amendement si un jour un autre traité fixait d'autres règles. Donc, c'est bien d'utiliser la notion de déficit structurel pour piloter les finances publiques. D'ailleurs, je regrette que la précédente majorité ne l'ait pas fait, parce que la France n'aurait sans doute pas connu un déficit structurel pendant 5 ans, compris entre 3,3 et 4,5% du PIB. Il y aurait eu sans doute une petite réduction du déficit structurel et pas la situation qui a conduit à l'explosion de la dette. Donc c'est très bien qu'il y ait cet objectif. C'est un bon objectif de finances publiques, même si on sait qu'il n'est pas facile de s'entendre sur la croissance potentielle. Je dirais simplement, mais ça a été déjà évoqué par un autre orateur, que le Haut Conseil mériterait d'être un peu élargi. Et je pense que s'il y a bien une personnalité qui aurait naturellement sa place dans ce Haut Conseil, c'est le directeur général de l'INSEE. C'est une institution indépendante, même si elle est rattachée à Bercy. Elle est, dans tous les pays européens d'ailleurs, l'institution qui fixe le déficit au sens de Maastricht. C'est celle qui s'exprime le mieux sur la croissance potentielle et sur les prévisions. Donc il y aurait une assez grande logique à élargir un peu le Haut Conseil. Merci. J'ai là aussi pris votre intervention comme une contribution à nos échanges et pas tellement comme une interrogation au ministre. Donc du coup, je donne la parole à Pierre Lequillier. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais vous dire, Messieurs les ministres, que évidemment, nous n'avons pas à être convaincus puisque nous étions convaincus depuis de longs mois sur la nécessité de ratifier ce traité. Et je dois dire, pour être honnête, que notre intention était de ratifier le traité, bien sûr, et bien sûr aussi la règle d'or. Mais je dois dire que je sortirai de cette réunion en étant moins convaincu sur ce point. Parce que comme M. Jacobi et comme M. de la Verpillière, je ne saisis plus l'importance de la portée juridique du texte dont nous discutons aujourd'hui. Et pour tout dire, je trouvais qu'il était beaucoup plus clair que ça soit inscrit dans la Constitution. Et donc, j'aimerais que nous soyons rassurés parce que j'ai eu l'impression, M. Cahuzac a été très clair dans sa dernière intervention, et j'ai eu l'impression qu'il y avait du flou. Et donc, je me permets de faire cette remarque et d'insister aussi, moi aussi, sur les collectivités territoriales. Il y a d'autres États en Europe sur lesquels les collectivités territoriales sont encadrées dans la globalité. On ne sait pas exactement là ce qui va en être. Je voudrais terminer sur l'article 13 pour dire que c'est une démarche de l'Assemblée nationale puisque je voudrais remercier Elisabeth Guigou et Christophe Carèche de l'avoir souligné. C'est une initiative que j'avais prise quand j'étais président de la Commission des affaires européennes et que j'avais négocié avec notre ambassade là-bas. C'est l'inscription de cette commission interparlementaire. Je voudrais insister, M. Moscovici, sur le fait que ce n'est pas les parlements nationaux, c'est les parlements nationaux plus le Parlement européen. Et l'idée, c'est évidemment, en contrepartie de ce traité, en contrepartie du semestre européen qui donne de plus en plus de pouvoir à la fois à la Commission, au Conseil des chefs d'État et de gouvernement, à M. Van Rompuy comme à M. Barroso, faire attention à ce que les parlements nationaux ne soient pas perçus comme étant les grands perdants de ces avancées en matière européenne. Et donc, je voudrais insister, comme Mme Guigou l'a fait, sur le fait qu'il faut qu'on y travaille rapidement. Alors, vous allez me dire, c'est une affaire parlementaire, donc c'est au Parlement d'en discuter. Mais on a besoin aussi de l'appui des gouvernements. Et le diable se cache dans les détails. La composition de cette commission,
sera difficile à arrêter dans la mesure où, par exemple, les Allemands souhaitent qu'il y ait 4 représentants par pays parce que, tout simplement, ils ont 4 grands partis qui, sur les questions européennes, ont des divergences fortes. Et donc, sur cette composition, il va falloir avancer enfin, il va falloir avancer rapidement. La deuxième question, et je rejoins là aussi l'observation de Mme Guigou, c'est qu'il ne faut pas traiter de façon secondaire la nécessité du contrôle plus grand du Parlement de l'Assemblée nationale. J'ai eu l'occasion, qui m'a été donnée par la CDU, d'assister aux réunions internes de la CDU sur les décisions qui sont prises par Mme Merkel, sur les auditions qui sont faites de Mme Merkel ou de M. Schäuble. C'est un véritable dialogue qui existe à l'occasion de chacune des décisions importantes qui sont prises en matière financière. Et c'est vrai que nous n'avons pas du tout ce régime ici à l'Assemblée nationale. Là aussi, vous allez me dire, c'est à vous de prendre le pouvoir. Mais là encore, je crois qu'il y a une méthode dont il faut s'inspirer sans la copier. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas aller dans les excès du système allemand ou du système danois. Mais il y a vraiment des progrès à faire si on veut éviter que nos concitoyens aient l'impression qu'on est en train d'abandonner des pans de souveraineté, alors que, comme le Conseil constitutionnel l'a indiqué, ce n'est pas le cas. Merci, mon cher collègue. Là encore, j'ai cru comprendre plutôt que c'était des contributions, parce qu'une partie des réponses que vous souhaitez sont apportées par la décision du Conseil constitutionnel et par des éléments. Mais je donne la parole au ministre. Oui, le président a entièrement raison. Je vais simplement dire 2 choses sur 2 remarques, questions, comme on voudra. D'abord, s'agissant de l'INSEE, en effet, l'INSEE est tout à fait indépendant. C'est un institut dont l'objectivité, le sens du service public, la rigueur des méthodes sont tout à fait indiscutables. J'étais il y a 2 jours à Montpellier pour visiter une direction régionale de l'INSEE. Je sais que l'INSEE, et c'est comme ça que je la veux, que nous la voulons, n'a aucune forme de complaisance à l'égard du gouvernement. Mais en même temps, il est vrai que c'est aussi une direction du ministère. Et donc il y a cette ambiguïté-là par rapport à l'indépendance. On pourrait envisager, je dirais presque par l'absurde, que le Parlement choisisse le directeur général de l'INSEE. En toute hypothèse, eh bien, je le répète, l'article 14 du projet permet l'audition, la mise à contribution par le Haut Conseil. Mais cette question de la composition, je le sens bien, est une question sur laquelle vous êtes interrogatifs les uns et les autres, qui voilà, peut-être peaufiner. Moi, j'ai donné ce qu'était la façon dont le gouvernement avait raisonné pour respecter totalement l'indépendance, pour s'appuyer sur la Cour des comptes et pour faire en sorte que le Parlement soit là présent. Je veux rassurer Pierre Lequillier en lui suggérant d'ailleurs d'écouter ou de suivre ce qu'a pu dire Gilles Carrez, qui me paraissait tout à fait limpide. Il n'y a aucune forme de flou juridique, aucune. Je vous invite à vous reporter à la décision du 9 août du Conseil constitutionnel et au traité lui-même. Parce que le mode d'emploi, y compris les options, s'y trouvent. Et encore une fois, je le répète, il n'y a, dans ce que nous avons présenté, aucune forme d'échappatoire. Il y a une option. Et il me semble, et j'en suis même convaincu, que nous avons choisi l'option la plus intelligente, parce que Pierre-Alain Muet a décrit, je n'oserais pas dire l'absurdité, mais le risque qu'aurait représenté l'inscription d'une règle d'or dans la Constitution. Le traité et la décision du Conseil constitutionnel nous tracent une autre voie, qui est certes subtile, qui n'est pas habile, subtile. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais qui a l'immense mérite, et je pense que vous devez tous en être convaincus, de préserver les prérogatives du Parlement. Ça a été notre souci essentiel. Et il y aurait quelques paradoxes, en effet, à souhaiter un contrôle renforcé. J'entends ce que vous dites, comme Elisabeth Guigou, et en même temps, à préférer une disposition qui serait beaucoup moins respectueuse des droits du Parlement. Je crois que c'est précisément ainsi que nous pouvons répondre à votre demande de dialogue permanent avec les parlementaires, mais encore une fois, les règles de procédure
tels que nous vous les proposons, sont d'une très grande rigueur intellectuelle, sont parfaitement codifiés et, je pense, poursuivent et répondent tout à fait aux objectifs qui sont fixés par le traité et à l'interprétation du juge constitutionnel. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir, cher Pierre Luquier, aucune. Monsieur Cahuzac, très bien, merci. Christophe Carèche, puis Charles de Courson. Oui, rapidement, 2 points. Le premier sur le mode de désignation des personnalités non membres de la Cour des comptes au sein du Haut Conseil. Vous avez retenu un mode de désignation qui repose sur les présidents des 2 assemblées et les présidents des 2 commissions des finances. Alors, on voit bien l'intention, puisqu'ils sont désormais censés représenter être, non pas représenter, mais être l'émanation l'un de la majorité, et les uns de la majorité et les autres de l'opposition. Et donc l'idée, sans doute, est d'avoir une forme de pluralisme, en quelque sorte, dans la désignation. En même temps, je trouve que ce mode de désignation est un peu contestable, car précisément, on pourrait en déduire que finalement, il y a des personnalités qui sont désignées au titre de la majorité et d'autres au titre de l'opposition. Je trouve qu'y compris pour les personnalités elles-mêmes, ce n'est pas forcément une très bonne chose. Donc, j'aurais préféré, pour ma part, mais je ne sais pas si c'est possible sur le plan juridique, une désignation telle que celle qui est prévue pour les désignations qui ont lieu en Conseil des ministres, c'est-à-dire par la commission concernée au 3/5e, ce qui, je pense, donnerait une garantie véritablement d'indépendance et, en tous les cas, sortirait cette désignation d'une interprétation partisane. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que pour moi, ça aurait été un mode de désignation plus satisfaisant. Le deuxième point, ça a été abordé par Gilles Carrez, je vais aller très rapidement, c'est la synchronisation entre finalement 2 processus. Il y a un processus purement national. D'ailleurs, ça a été théorisé au niveau européen à travers le semestre européen. Donc il y a un semestre qui est européen, il y a un semestre qui est national. Donc le semestre national, c'est la loi de finances et la loi de programmation. Actuellement, les 2 sont liés. Enfin, la loi de programmation est discutée à peu près concomitamment avec la loi de finances. Or, je pense que cela pose un problème parce que il y a aussi le programme de stabilité. Et évidemment, le programme de stabilité non seulement évoque, mais doit faire figurer la trajectoire budgétaire, comme la loi de programmation. Or, ce programme de stabilité est présenté bien avant la discussion de la loi de programmation elle-même. Et moi, je pense, c'est pas d'ailleurs qu'un problème de calendrier, mais je pense qu'au niveau du calendrier, effectivement, il faudrait rapprocher dans l'année la discussion sur la loi de programmation, telle que d'ailleurs l'a proposé M. Carrez, parce que je pense qu'effectivement, il permettrait à ce moment-là d'avoir un lien, une articulation entre la loi de programmation et le programme de stabilité. Et je vais même plus loin, c'est que le lien n'est pas simplement un lien en termes de calendrier, c'est aussi un lien, j'allais dire, en termes de politique, dans le sens où je considère que la loi de programmation doit en quelque sorte surplomber l'ensemble du processus budgétaire, et en particulier le programme de stabilité. Or, comme vous le savez, le programme de stabilité, il est certes soumis au Parlement, mais le Parlement n'a qu'une possibilité de l'adopter ou de le refuser, n'a pas la possibilité de l'amender. Donc je souhaiterais qu'il y ait un lien qui soit établi dans le sens que le programme de stabilité reprenne la trajectoire qui est définie dans la loi de programmation. Je pense qu'en bonne logique, d'abord, cela devrait se faire, et surtout, cela permettrait d'avoir la garantie que la trajectoire qui est dans la loi, dans le programme de stabilité, est bien celle qui a été décidée par le Parlement. Merci beaucoup, Charles de Courson. Bon, je voudrais tout d'abord aborder le problème du champ.
puisqu'on ne traite pas de la même façon les lois de financement initiales et les lois de financement de la sécurité sociale initiale et les lois de finances rectificatives ainsi que les lois de financement rectificatives de sécurité sociale. Alors, votre argument consiste à dire on a des problèmes de délai. Je pense que votre argument n'est pas bon. On peut parfaitement, le Haut Conseil est composé de 9 personnes, se rassembler et en une journée ou deux donner son avis. Donc, je trouve que le traitement discriminatoire entre l'article 11 et l'article 7 distinguant les catégories de lois de finances et de financement de la sécurité sociale me paraît inadapté. Parce qu'il peut y avoir des lois de finances rectificatives très importantes, notamment dans la correction d'un écart, parce qu'il y a des recettes très supérieures à ce qu'on avait prévu ou très inférieures, que sais-je. Deuxième question concernant le statut du Haut Conseil. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas explicitement que c'est une AAI, une autorité administrative indépendante ? Que deuxièmement, au lieu de faire désigner par le premier président de la Cour des comptes, vous ne faites pas comme c'est fait régulièrement quand on demande à la Cour des comptes de désigner des membres, de dire qu'ils sont élus par leur pairs, ce qui est un processus connu de pas mal d'autorités administratives indépendantes. Par contre, l'idée des collègues de demander à ce que soit membre du Haut Conseil un directeur d'administration sociale me choque. Pourquoi ? Parce que vous mettez ce haut fonctionnaire dans une situation intenable. Supposez que le directeur de l'INSEE, puisque notre collègue évoquait le directeur de l'INSEE, ait donné des prévisions économiques que n'a pas retenues le gouvernement, ce qui est sa liberté. Vous le voyez, le malheureux, venir devant le Haut Conseil, il va dire bah, écoutez, voilà, moi, je pensais que c'était autour de 1,5, le gouvernement a retenu 2,5. Attendez, et si le ministre lui interdit de dire cela et le sanctionne en disant vous êtes un haut fonctionnaire, vous êtes allé raconter au Haut Conseil, bon, voyez, donc moi, ça me paraît pas possible. Qu'on puisse auditionner, il n'y a pas besoin de le mettre dans les textes, sauf que comme ils sont sous une hiérarchie ministérielle, si le ministre leur dit non, je vous interdis d'aller devant le Conseil, alors il faut peut-être prévoir une possibilité d'auditionner. Voilà, que ce soit le directeur du budget, le directeur de l'INSEE, voilà. Oui, non, mais parce que, monsieur le ministre, vous pourriez interdire, comme certains de vos collègues l'ont fait, interdire à vos fonctionnaires, et comme on n'est pas, hélas... Oui, non, mais moi, je suis contre qu'un haut fonctionnaire soit membre, parce qu'il est dépendant de votre hiérarchie. Et donc, il sera dans une position impossible si vous lui interdisez de dire telle ou telle chose. Bah, c'est un bon fonctionnaire discipliné, il ne le dira pas. Sinon, vous le virez, ce qui est normal, s'il n'a pas respecté vos instructions. Ouais. Et puis, je voudrais soulever un problème que j'ai soulevé hier en commission des affaires étrangères à l'égard de M. Cazeneuve, qui, entre nous, était un peu perdu, qui est... Non, mais il était perdu, il l'a reconnu lui-même, puisqu'il nous a dit je vais réfléchir, je vous répondrai ultérieurement. Bien. Qui est sur le problème du pouvoir du Conseil constitutionnel à l'égard de ce que nous sommes en train de voter. Je ne partage pas du tout votre sentiment, Monsieur le ministre, puisque vous n'auriez pas dû dire, si je puis me permettre tout à l'heure, le Conseil général ne doit pas. Le Conseil constitutionnel, il est assez grand, c'est lui, et c'est ni vous ni nous qui lui donneront des ordres. Bien. Et c'est très bien ainsi. Car il y a deux problèmes. Un problème soulevé par nos collègues Carèche dans son rapport, c'est que dans la décision du Conseil constitutionnel du mois d'août, il dit bien qu'il se réserve la possibilité de contrôler un point qui est la sincérité des documents. Et la sincérité, ça peut s'apprécier de deux façons. Sincérité entre loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale et la loi de programmation, puisque je rappelle qu'on a créé une nouvelle catégorie entre loi organique et loi ordinaire, qui s'appelle les lois de programmation. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas la loi de programmation, il me semble que le Conseil constitutionnel pourrait dire c'est pas sincère, parce que c'est pas conforme à la loi de programmation que vous avez votée. Ou, deuxième hypothèse, le Haut Conseil vous donne un avis négatif par rapport aux prévisions en disant qu'elles sont beaucoup trop surévaluées. Vous passez outre ce qui est votre droit. Le Conseil constitutionnel dit que le document est insincère et annule. Il peut y avoir d'autres cas. Donc je pense qu'on ne peut pas dire, Monsieur le ministre, que le Conseil constitutionnel n'aura aucune compétence, aucun rôle en la matière. Moi, je pense qu'il en a un dans les textes tels qu'il existe.
Alors, comme c'est ni vous ni moi qui faisons la jurisprudence constitutionnelle, parce qu'on n'en est pas membre, je crois que ça mérite un débat fin pour essayer de voir quel est le rôle. Alors, un ou deux autres derniers points qui concernent l'audition par les commissions des finances du Haut Conseil, qui n'est pas prévu dans le texte. Moi, il me semblerait que ça serait une bonne chose que les commissions des finances puissent auditionner le Haut Conseil, enfin, ou le président du Haut Conseil. Encore faut-il, me semble-t-il, le prévoir. Voilà les principales questions que je souhaitais vous poser. Il reste un dernier point qui est le problème de la définition du déficit structurel. Bon, on en a beaucoup parlé. Premièrement, on n'échappera pas à une intervention européenne, comme l'ont rappelé plusieurs collègues, puisqu'on ne va pas définir le solde structurel d'une façon différente en Allemagne, en France, aux Pays-Bas ou que sais-je. Donc, quel est le rôle que nous pouvons avoir sur la définition du solde structurel ? Et quand notre ex-président de la Commission des finances disait c'est très simple, le solde structurel, c'est l'écart entre le solde constaté et ce que serait le solde en croissance potentielle, chers collègues, si on était dans une croissance des bonnes années régulières, etc., c'est assez facile de définir le solde structurel. Et quand vous êtes en pleine crise, que vous ne savez pas quand vous en sortirez, vous ne savez plus si la croissance potentielle c'est 0, 0,5, 1 ou 1,5. Donc là, je pense qu'on a une véritable difficulté méthodologique, mais qui ne nous appartiendra pas de trancher ici, mais qu'il faudrait déjà trancher au niveau communautaire avant d'en rediscuter ici. Voilà les principales questions. Messieurs les ministres, pour répondre à la fois à Christophe Caresche et à Charles de Courson. Sur les membres du Haut Conseil, j'y reviens. J'ai entendu ce qu'a dit Christophe Caresche avec intérêt. Je dirais simplement que la loi organique prescrit que le choix par le Parlement de 4 membres du Haut Conseil interviendra à raison de leurs compétences en matière de prévision et de finances publiques. Ce ne sont pas des personnalités choisies en apesanteur. Et le gouvernement ne doute pas que le Parlement, s'il la votait, s'y conformerait. Mais c'est sans doute au Parlement de s'interroger sur ces procédures. Donc, voilà, vous pouvez y réfléchir. Deuxième chose, par rapport à ce qu'a dit Charles de Courson sur le directeur général de l'INSEE, je ne peux pas être tout à fait d'accord avec lui. Encore une fois, nous venons ici pour proposer une certaine composition du Haut Conseil. Et nous n'en bougeons pas, nous ne varions pas. Mais je ne peux pas laisser dire que le directeur général de l'INSEE se trouverait dans une situation par rapport à ça qui serait une situation de non-indépendance. Parce que, s'agissant des systèmes statistiques, il y a des règles européennes qui garantissent l'indépendance. Je dis bien l'indépendance des systèmes statistiques publics et les règlements du Tupac, pour le coup, auquel faisait allusion Christian Eckert, pourraient encore les renforcer. Et le directeur général de l'INSEE, je le dis au passage, il est dans une situation déjà très particulière. Donc moi, je ne préconise pas sa présence au Conseil, mais je ne peux pas laisser dire que celle-ci serait disqualifiée par le fait qu'il n'est pas indépendant. Et je le répète encore une fois, c'est comme ça que les choses fonctionnent de facto. Et les choses sont quand même... Oui, mais encore une fois, c'est pas... non, il est inamovible. Mais enfin, s'agissant du calendrier qu'a évoqué Christophe Caresche, pardon, il y a 2 obstacles à faire coïncider en pratique les choses. D'abord, en début de quinquennat, il est bon qu'il y ait une loi de programmation des finances publiques sans attendre le programme de stabilité du printemps suivant. Je pense que chacun en conviendra. Et mieux vaut que la loi de programmation des finances publiques soit calée elle-même sur la première loi de finances initiale de la période. En toute hypothèse, je le dis, là encore, au Parlement d'y réfléchir, le calendrier de dépôt de la loi de programmation des finances publiques ne pourrait être fixé qu'au niveau constitutionnel, et cette loi organique ne pourrait le faire. Enfin, s'agissant du Conseil constitutionnel, non, là encore, le PV fera foi, je n'ai pas laissé entendre que le Conseil constitutionnel n'aura aucun rôle. Je n'ai pas dit, surtout pas, qu'il ne devait avoir aucun rôle. Ce que j'ai dit,
c'est que j'ai fait référence à sa décision lui-même du 9 août, à son considérant 27, qui dit de manière très précise la façon dont il se saisira de ces questions. Et il est dit qu'il prendra en compte l'avis du Haut Conseil des finances publiques dans son appréciation de la sincérité de la loi de finances initiale, mais il a pris le soin de circonscrire de la sorte l'effet de la loi organique, de la voie organique sur son contrôle. Et c'est pour ça que j'ai étendu ma réponse en disant qu'il me semblait qu'il ne pouvait pas y avoir, dès lors, de censure sur la base de la règle d'or. J'ai bien dit il ne pouvait pas. Mais je me fonde là, non pas sur une spéculation, mais sur ce que le Conseil constitutionnel lui-même a entendu dire à ce stade de son propre rôle. Un droit de suite de notre collègue Charles Courson. Je pense que c'est un point très important. Je n'ai pas dit non plus cela, Monsieur le Ministre. J'ai dit que, et vous venez de sensiblement modifier votre propos, je vous en félicite, c'est que dans la décision du Conseil constitutionnel, il parle de sincérité. Et donc, si vous ne suivez pas les avis du Haut Conseil, il n'est pas exclu que le Conseil constitutionnel puisse vous annuler pour insincérité. Ça, je pense que nous sommes d'accord sur ce premier point. Je ne sais pas s'il le fera, mais c'est possible. Et il y a un deuxième point que vous n'avez pas traité dans votre réponse, c'est quid d'une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale non conforme à la loi de programmation. C'est-à-dire qu'il y a un déficit supérieur à la loi de programmation. Là, il me paraît clair qu'il y a un véritable risque que le Conseil constitutionnel annule dans le respect de la hiérarchie des textes, puisque la loi de programmation est intermédiaire entre la loi organique et la loi de finances. Non, nous avons des avantages comparatifs finalement assez proches, c'est-à-dire que vous entendez, je parle, et chacun de nous est assez précis dans son oui comme dans sa parole. Et donc non, je n'ai pas contredit, pas rectifié ce que j'ai dit dans ma première intervention. J'ai dit exactement la même chose, simplement en vous citant de manière un peu plus précise ce que le Conseil constitutionnel lui-même avait dit. Et j'ai parlé, le PV en fera foi, de la sincérité. C'est bien de ça dont il s'agit. Quant au second point, j'ai aussi répondu sur le fait que non, il n'y avait pas de contrôle de la sorte. Donc, je me réfère encore une fois à ce que le Conseil constitutionnel a entendu lui-même, ou la façon dont il a souhaité définir son rôle dans cette affaire. Il a été précis, et il n'y a, je pense, pas d'ambiguïté là-dessus. Merci beaucoup. Il nous reste 3 intervenants. Je vous propose que nous les écoutions. Marietta Caramanli, Marie-Françoise Vechtel et Eva Sass. Merci, Monsieur le Président. Mon propos sera très, très bref, parce que beaucoup de choses ont été dites. Et je voulais plus insister sur quelque chose qui a été exprimé tout à l'heure par plusieurs collègues, particulièrement par Elisabeth Guigou, et qui a été repris aussi par Pierre Lequillet tout à l'heure. C'est sur la souveraineté des parlements. Monsieur le ministre, vous avez apporté un certain nombre d'éléments de réponse, mais je souhaite revenir là-dessus parce que je salue la subtilité du texte. Seulement dans ce texte-là, il serait important pour les parlements que lors de l'examen des programmes de stabilité, de convergence et les programmes de réforme puissent, que les parlements nationaux, avoir une discussion. Ça, c'est le premier élément. Les parlements aussi nationaux pourraient être aussi en mesure de donner un avis aussi sur les évaluations et des répercussions sociales des recommandations faites par le Haut Conseil qui sont repris dans ce texte. Aussi, les méthodes, hypothèses qui sont évoquées ici sur les prévisions macroéconomiques et budgétaires, qu'ils puissent leur être transmis. C'est des éléments qui, aujourd'hui, ce dernier particulièrement, qui existe par une directive du Conseil, qui n'est pas appliquée, donc on peut le rappeler, mais qui pourrait, en tout cas, ces 3 éléments pourraient trouver une traduction dans la loi organique, ce qui permettrait de rassurer tout à l'heure Pierre Lequillet, qui commençait à avoir des inquiétudes sur le texte, sur la subtilité du texte et sur sa validité, sur sa force. Je crois que trouver une formule à travers peut-être un amendement à travailler d'ici samedi pour affirmer aussi cet aspect-là dans la loi organique. Et je le dis pourquoi ? Parce que c'est des choses qui sont demandées aussi par le Parlement européen pour le compte des parlements nationaux auprès de la Commission.
Si le Parlement européen le demande, pour nous, ce serait anormal qu'on ne le demande pas. Donc je souhaiterais qu'on puisse, en tout cas dans notre travail qui va se poursuivre, qu'on examine une formule qui affirme cette possibilité pour le Parlement d'avoir des discussions sur certains éléments. Merci. Madame Bechtel. Monsieur le Président, j'ai entendu des choses un peu singulières sur la nomination de l'autorité indépendante, au sein de l'autorité indépendante, que l'État ait des services et que ces services soient sur la hiérarchie d'un ministre, il n'y a rien de plus normal et il ne faut pas confondre l'exercice. Si on veut nommer une autorité indépendante, il ne me semble pas anormal qu'elle soit faite de personnalités extérieures d'une part et de membres de la Cour des comptes, d'autre part. Ça, c'est pas quelque chose d'anormal. Nous avons une pratique de ce qu'est l'autorité indépendante quand même dans ce pays. Qu'on se rassure d'ailleurs, les données de la Cour des comptes, elle ne les tire pas de son chapeau et les services de Bercy, dont je salue la compétence, les services de Bercy, naturellement, lui fournissent ces données sur lesquelles elle peut intervenir et sur lesquelles l'autorité interviendra. Donc Bercy sera naturellement derrière. C'est normal, c'est naturel, c'est dans l'ordre des choses. Je voulais intervenir sur un point en disant aux ministres, au pluriel, qu'ils ont réussi le petit chef-d'œuvre de faire un texte qui a une souplesse inattendue, une subtilité qui est grande, alors que nous aurions pu nous trouver dans une mécanique effroyable. Et je dirais que le traité aurait pu conduire aussi à une mécanique un peu puérile. Avec cette loi qui est un effet essentiellement de procédure, cet écueil a été évité. Mais alors, puisque nous parlons de souplesse, je voudrais revenir sur un point qui était dans l'intervention préliminaire du ministre Moscovici, c'est la question des circonstances exceptionnelles que nous trouvons à l'article 16. Dans votre intervention, Monsieur le ministre, vous avez dit qu'on pourrait, vous n'êtes pas référé à cette notion, mais j'ai compris que vous aviez dit que l'on pourrait assouplir les choses en cas, avez-vous dit, de récession. On peut admettre qu'une récession, c'est une circonstance exceptionnelle, je pense que même la Commission l'admettrait, mais avez-vous dit aussi de conditions économiques, de situation économique dégradée. Alors, ma question, elle ne vous fera pas forcément plaisir, mais enfin, je voudrais quand même qu'on aille un petit peu plus loin dans cette promesse alléchante. Et je voudrais savoir s'il serait possible, à l'article 16, de donner des précisions supplémentaires sur les circonstances exceptionnelles, car dans le texte que vous nous soumettez, vous dites, l'avis est rendu public, il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier, etc., telles, au pluriel sont les circonstances, telles que définies à l'article 3 du traité sur la stabilité. Mais le traité, à ma connaissance, ne définit pas ces circonstances exceptionnelles, ou du moins pas à un point tel que nous puissions avoir la certitude que nous pourrions en France mettre à l'intérieur une situation économique dégradée. Mais je me trompe peut-être sur la lettre du traité que je n'ai pas sous les yeux. Merci, ma chère collègue. Et Eva Sass sera la dernière à intervenir. Monsieur le ministre, vous nous avez dit que vous étiez le garant du sérieux budgétaire. Sachez que les écologistes s'en réjouissent car ils sont, comme vous, concernés par la nécessité de s'inscrire dans une trajectoire de réduction des déficits publics. Mais nous souhaitons néanmoins faire sur cette loi organique 2 observations. D'une part, il faut quand même rappeler que le traité et cette loi organique en particulier ont pour objectif d'inscrire la règle d'équilibre budgétaire au sommet de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire de rendre cet objectif supérieur aux autres objectifs politiques que peuvent être la lutte contre le chômage ou la défense de l'environnement. Et c'est cette hiérarchie des objectifs politiques qui doit être débattue. D'autre part, je reviendrai également sur la notion de solde structurel, comme mes collègues, et sur la nécessité de préciser cette notion pour permettre des politiques d'investissement à moyen et long terme, notamment pour assurer la transition vers un modèle de développement soutenable. Les écologistes proposeront de préciser cette notion de solde structurel en référence notamment au règlement européen du 27 juin 2005 réformant le pacte de stabilité et de croissance et incitant à prendre en compte, je cite, les réformes structurelles majeures qui entraînent des économies directes de coûts à long terme. C'est à notre sens une disposition structurante qui n'a malheureusement pas ou peu été retenue dans l'appréciation des soldes structurels, d'où la nécessité de l'inscrire clairement dans la loi organique. Enfin, les écologistes suggéreront que cette notion de solde structurel puisse exclure tous les investissements liés à des objectifs stratégiques européens, notamment les objectifs de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique. Ma question est donc, est-il possible de préciser dans cette loi organique la notion de solde structurel sur cette base-là, c'est-à-dire sur la base de la prise en compte de politiques de moyen et long terme et sur la base de l'exclusion des investissements liés à des objectifs stratégiques européens? Merci beaucoup, messieurs les ministres, pour répondre à nos 3 collègues. Bien, alors débat,
Marietta Karamanli, des débats au Parlement sur le programme de stabilité, sur le programme national de réforme. Il y en aura encore plus demain. L'article 13 de la loi organique fait expressément état du débat sur le programme de stabilité. Quant au PNR, qui est préparé dans des délais très brefs, le Parlement peut aussi en être saisi par la voie de l'article 88.4c. Sur les circonstances exceptionnelles, si on se réfère à l'article 3 du traité, je vais le lire pour laisser Mme Bechtel mûrir la question et y réfléchir davantage. Les circonstances exceptionnelles font référence à des faits inhabituels, indépendants de la volonté de la partie contractante concernée, ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou à des périodes de grave récession économique, telles que visées par le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme. Voilà aussi quelque chose de clair et d'intelligent. Enfin, je répondrai à Madame Sas que non, nous n'inscrivons pas la règle d'or dans la loi organique. Je l'ai longuement exposé déjà, je n'y reviens pas, parce que c'est déterminant pour l'ensemble de nos débats. La loi organique, elle est prise sur le fondement des habilitations données au législateur organique par les articles 34, 47 et 47.1 de la Constitution. Il doit être très clair, et c'est très clair, sur le plan juridique, je parle sous le contrôle du président Urvoas, qu'une loi organique ne peut énoncer que des règles de procédure et non des règles de fond. Et donc, il n'y a pas de règle d'or dans la loi organique, il y a ces règles de procédure. Je me réfère à ce que disait Marie-Françoise Bechtel. Je pense en effet que là, nous avons su faire un travail qui est un travail intelligent. Je l'espère en tout cas. J'espère que vous le jugerez ainsi. Enfin, comme Jérôme Cahuzac l'a dit, la méthodologie du calcul du solde structurel est l'objet de travaux européens. Et je pense que vouloir graver cette méthodologie organiquement, pour le coup, rendrait plus rigide tout le dispositif. Et il y aurait là une forme, je ne dirais pas de règle d'or, mais de dureté qui ne convient peut-être pas à la durabilité. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur Cahuzac. Oui, pour compléter la réponse que Pierre Moscovici vient de faire à Madame Sas, je comprends que certains se posent des questions sur la possibilité d'adopter ou pas le traité, d'adopter ou pas la loi organique, et ceux qui se posent la première se demandent dans quelle mesure il n'y a pas une forme d'aliénation de la souveraineté. Cette question est tout sauf médiocre et chacun y répondra bien sûr en conscience. Ce que je comprendrais peut-être plus difficilement, c'est que les mêmes, alors, souhaitent, via la loi organique, contraindre des politiques économiques en les orientant de telle sorte que le solde structurel privilégie telle décision publique d'investissement plutôt que telle autre. Il me semble que l'argument de respect de souveraineté dans un cas doit s'appliquer dans le deuxième. En tout cas, ça nous promet des débats, j'en suis sûr, très intéressants à l'Assemblée. Merci beaucoup, messieurs les ministres. Merci beaucoup, chers collègues. 2 heures de réunion de cette première commission spéciale. Quinzaine d'interventions, beaucoup de questions balayées, plein de réponses apportées. Nous nous retrouvons vendredi prochain, donc à 11h30, mercredi à 11h30, pour une petite discussion générale et pour rentrer sur les articles avant d'étudier les amendements, sans doute dans la salle de la commission des lois, puisque cette salle sera occupée mercredi à 11h30, donc à la salle 6242. Merci beaucoup.